Bonsoir. Eh bien, merci beaucoup encore à Florence Fortinbras d'avoir bien voulu animer cette visioconférence de l'Association tarnaise de gérontologie. C'est un grand plaisir pour moi de l'inviter pour présenter un livre qu'elle a publié en octobre 2024. euh, Elle se présentera certainement, elle est aide-soignante et son témoignage est vraiment tout à fait passionnant. Je l'ai lu avec beaucoup d'intérêt. Alors je ne vais pas m'éterniser, hein, on va grossièrement partir du questionnaire qui vous a été adressé en ligne et c'est disons, le choix que Florence a fait de commenter plus les questions et en particulier les réponses qui ont été les vôtres, plutôt que de se lancer dans un exposé magistral suivi de questions. Alors, sur le plan purement technique, il faut couper son micro aussi longtemps que vous ne vous exprimez pas, de manière à ce qu'il n'y ait pas des sons parasites, ce qui est parfois un peu désagréable. Vous êtes enregistré. Ça veut dire que si vous ne voulez pas figurer, vous devez éteindre votre caméra, vous devez couper le son, éventuellement même, vous devez changer le nom qui est celui que vous avez affiché. Voilà, merci encore. Nous sommes partis comme d'habitude hein, jusqu'à 20 heures, date toujours limite. Et vous aurez secondairement l'enregistrement ainsi que les diapos que vous allez avoir sous les yeux. Et en remerciant encore une fois Florence, je te cède la parole. Voilà, est-ce que tu m'entends? Alors, je vous entends bien. Du coup, j'espère que ça va aussi de votre côté pour le son. Parce que je suis Oui. à la campagne, donc parfois la fibre, c'est pas au point. Donc, pour me présenter, je suis Florence Fortinbras, je suis aide-soignante, j'habite en Bretagne, je travaille à l'EPSM, donc l'établissement public de santé mentale du Morbihan. Je suis également assistante de soins en gérontologie. J'ai longtemps travaillé en EHPAD et j'ai un diplôme universitaire sur la construire le partenariat entre patients et professionnels de santé. Euh, et donc j'ai écrit un livre qui s'appelle Vieillir, une affaire de femme, où je m'interroge sur la place des femmes dans le vieillissement, que ce soit du côté des femmes vieillissantes, du côté des aidantes ou du côté des soignantes. C'est à peu près tout pour la présentation, je pense, Bernard. Alors voilà, oui, j'étais en train de dire, mais un peu seul parce que j'avais coupé mon micro, que tu me donneras le top quand tu voudras que je passe à la diapo suivante. Voilà. Là, je pense que c'est bon. En fait, ma présentation est assez sommaire, mais parce que il n'y a rien de plus à ajouter. Voilà, donc on peut passer au diapo. Est-ce- Je te laisse commenter du coup, Bernard, parce que moi j'ai noté quelques questions auxquelles je souhaitais répondre. J'ai essayé de les regrouper par thème. Oui, bien sûr. Est-ce que tu vois mes diapos là? Oui. D'accord, parfait. Mais tu peux les, évidemment, traiter thème par thème. Il n'y a pas de souci. Du coup, sur les questions que vous aviez posées, donc il y avait des questions sur les aidants. Et il y en a une qui m'a particulièrement intéressée, c'était les conséquences sur le couple lorsque l'un des deux membres ou les deux membres sont aidants. Euh, donc je veux bien commencer par celle-là si tout le monde est d'accord. Les chiffres sur les aidants, en fait, sont assez bien renseignés. Il y a eu plusieurs études qui sont parues. En fait, c'est un sujet qui devient un petit peu à la mode depuis une dizaine d'années. Donc, il y a eu des livres qui ont été écrits sur le sujet. Alors, je cite Hélène Rossimo dans mon livre. Hélène Rossino, elle est médecin des aidants et elle fait des guides à destination des aidants qui sont extrêmement bien documentés et qui s'intéressent aux facettes de la vie des aidants, que ce soit dans leur vie personnelle, mais aussi pour les aidants au travail. Comment ça se passe au travail pour les aidants? Quels aménagements sont possibles? Comment le management peut prendre en compte justement cette particularité?
Donc c'est elle que je suis allée interroger dans mon livre. Elle et puis d'autres organismes aussi qui m'ont fourni des chiffres intéressants. En France, en fait, on dénombre 11 millions d'aidants. 11 millions, ça veut dire qu'il y a un Français sur 6. Et pour les dénombrer, on dénombre ceux qui se connaissent comme aidants. Parce que la particularité de ce mot, c'est que comme il est encore assez nouveau dans le vocabulaire, il y a beaucoup de personnes qui sont aidantes, mais qui ne se revendiquent pas comme telles ou qui ne se sentent pas comme telles. Pour vous donner un petit exemple qui m'avait paru assez drôle, je- à l'hôpital, donc je fais partie d'une instance dans mon hôpital qui s'appelle qui est un groupe de travail justement sur l'égalité professionnelle. Et dans le groupe de travail, on a créé des sous-groupes, dont un qui s'occupe des aidants. Donc nous étions en réunion il y a quelques mois et on parlait un peu de comment identifier les aidants, de est-ce qu'il y a des aménagements qui sont possibles à l'hôpital pour les personnes qui sont aidantes. Et en parlant de tout et de rien, une de mes collègues nous raconte que un week-end par mois, elle héberge sa sœur qui a un syndrome de Down, qui vit en institution, qui rentre chez elle le week-end. Donc un week-end par mois, elle héberge sa sœur, et puis le week-end d'après, ce sont ses parents qui hébergent sa sœur, et puis après, c'est un de ses frères. Et donc je lui demande, je lui dis, mais du coup, tu es aidante toi aussi? Et elle me dit, bah non. Alors je lui dis, bah en fait, tu fais partie du groupe des aidants, tu es aidante envers ta sœur. Elle me dit, mais non, c'est pas être aidante, ça c'est normal, c'est la famille. C'est-à-dire que même une personne qui est soignante, qui travaille au sein d'un hôpital et qui est justement aidante, puisqu'elle elle vient en aide à sa sœur qui est vulnérable, a du mal à se considérer comme aidante. Elle m'a dit, mais non, c'est normal, c'est la famille. Et c'est en ça qu'on a du mal encore, non seulement à identifier les aidants, mais aussi à leur proposer de l'aide ou à leur proposer des solutions parfois adaptées. C'est parce que eux-mêmes ne pensent pas à s'identifier comme tels. Donc 11 millions d'aidants, c'est des chiffres, hein. Alors c'est des chiffres qui sont pas très drôles. C'est évidemment 57% de femmes dont la moyenne d'âge se situe entre 55 et 64 ans. Ce qui est intéressant, c'est que plus la personne aidée va être dépendante, plus justement le rôle d'aidante va échoir aux femmes. Euh, dans les situations de très grande dépendance, par exemple dans les couples très âgés ou quand c'est le conjoint qui s'occupe de l'autre personne ou quand ce sont les enfants qui s'occupent d'autres personnes, on remarque que ce sont les femmes qui font la plus grosse part du travail. Alors je dis travail, vous m'en voulez pas, mais quand même un travail. Par exemple, pour les hommes, quand ils sont très dépendants, leurs femmes passent en moyenne 9h45 par jour en situation d'aidance auprès de leur conjoint. À l'inverse, quand ce sont les femmes qui sont très dépendantes, les hommes passent en moyenne 7h20 par jour en situation d'aide. Quand il y a des enfants, on constate qu'une fille va consacrer 4h30 par jour auprès d'un parent dépendant, alors qu'un garçon va consacrer 2h40 par jour auprès d'un parent dépendant. Donc, ce sont juste des chiffres, ce sont des moyennes calculées, mais qui nous montrent bien que justement ces situations d'aide ne sont pas les mêmes. Enfin, quand elles sont les mêmes, les rôles sont différemment distribués aux filles et aux garçons. De même que, pardon, dans les situations d'aide, on va distinguer plusieurs types d'aide. Donc, on aura l'aide financière, l'aide matérielle, l'aide aux soins d'hygiène, l'aide aux courses, l'aide aux tâches administratives, l'aide aux tâches ménagères. En fait, tout ce qui peut exister en situation d'aide qu'on va retrouver dans les services d'aide à domicile. Et là encore, on va voir que la répartition n'est pas la même selon qu'on est un homme ou une femme. Les hommes, par exemple, qui sont aidants, vont plus se consacrer aux tâches administratives, aux travaux de bricolage, par exemple, aux choses qui se voient en quelque sorte, qui se font plutôt à l'extérieur. Les femmes, elles, vont être plutôt dirigées vers les soins d'hygiène, les tâches domestiques, les tâches ménagères, l'aide aux courses. En fait, tout ce qui va rester un petit peu dans la maison, le domus, la maison, et donc qui vont être moins valorisées aux yeux de la société. Ça, on y revient plus tard dans l'ouvrage. C'est toute la différence entre les soft skills et les hard skills, les compétences techniques et les compétences relationnelles. Dans le couple, justement, lorsque les deux personnes, enfin, lorsqu'il y a des aidants, donc on a vu que l'aide était pas la même selon qu'on est un homme ou une femme, et surtout les hommes et les femmes vont
ne vont pas être égaux devant le vieillissement. Une femme va aider son mari plus souvent, non seulement parce que c'est une femme et qu'elle a été éduquée pour être douce et gentille et serviable avec son mari, mais surtout parce qu'elle va vivre en bonne santé, non pas plus longtemps que son mari, mais comme dans le couple, elle est souvent la plus jeune. Évidemment, à l'âge où la dépendance arrive, c'est elle qui est en mesure d'aider son mari et non le contraire. Le fait aussi que les femmes, alors ça j'y reviens plus tard, mais les femmes à un certain âge sont moins souvent en couple que les hommes parce qu'elles se remarient moins, ce qui fait que les hommes ont plus souvent une épouse à leur côté pour leur apporter de l'aide. Est-ce que c'est OK pour tout le monde ou est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai l'impression de parler super vite en fait. Non, non, c'est parfait. Alors, si vous voulez réagir, bien sûr, il faut ouvrir votre micro. C'est bien aussi si vous ouvrez votre caméra, donc tout ouvrir pour poser vos questions. Vous pouvez aussi lever la main électronique hein, pour dire que vous voulez parler. Euh, voilà, vous vous exprimez, il n'y a pas de problème. Hein. Et sinon, peut-être ça, l'inspiration viendra un peu plus tard, sinon, on va voir. Du coup, pour finir la question, quelles conséquences sur le couple lorsque un membre ou l'un des deux est aidant? En fait, c'est pas vraiment sur le couple qu'il y a des conséquences et surtout sur la personne aidante. Ça a été pareil, assez bien étudié, mais on va retrouver tout simplement des conséquences sur la santé physique avec des troubles musculo-squelettiques, des risques d'accident, puisque les personnes qui sont aidantes ne sont pas soignantes. Enfin, parfois elles sont soignantes en plus, mais à la base, elles sont pas soignantes. Donc, elles n'ont pas forcément appris les gestes pour s'occuper de quelqu'un, pour l'aider à se relever, pour l'aider à marcher, pour l'aider à se déplacer. Donc il y a un risque d'accident qui est plus élevé chez les aidants. Il y a des conséquences sur la santé psychique avec plus de dépression également. Et des pertes financières. Alors ça, on en parle un petit peu moins. En fait, les pertes financières, donc ça concerne les hommes comme les femmes. Les hommes concrètement dépensent un peu plus d'argent dans l'aide. Ils aident financièrement plus souvent leurs parents, par exemple, ou leurs épouses. Mais cette perte financière est mieux amortie pour eux parce qu'ils ont un meilleur revenu à la base, ce qui fait elle est ressentie de façon moins lourde que pour les femmes. Donc en fait, c'est ces trois conséquences qui font que les aidants eux-mêmes, au bout d'un moment, vont être en situation de vulnérabilité et devoir être aidés. Mais par qui? Du coup, on peut passer à la question suivante si vous voulez bien. Ok. Euh, Tac, tac. Là, j'avais pas noté de questions. En un demi-siècle, les changements pour les femmes en ce qui concerne le vieillissement, en ce qui concerne les aidantes. Alors là, c'est des données qu'on n'a pas vraiment, puisqu'il y a justement, il y a un demi-siècle, on ne parlait pas vraiment des aidants. En fait, c'est un terme qui a été mis en avant dans la loi d'adaptation de la société au vieillissement. Euh, Auparavant, c'était pas quelque chose qui était abordé puisque ça concernait surtout les couples, donc ça faisait vraiment partie du mariage tout simplement et des relations naturelles dans une famille. Les parents aident leurs enfants, puis les enfants aident leurs parents. Et du coup, le mari aide la femme et la femme aide le mari. Donc on n'a pas vraiment encore assez de recul hein, en ce qui concerne les aidants. En ce qui concerne le vieillissement, là, je vais pas vous faire l'historique du vieillissement parce que vous avez quand même Bernard Pradine qui est spécialiste de la question, donc je peux pas prendre sa place concrètement. Euh, il sait déjà tout, lui. Donc je veux bien qu'on passe à la diapo suivante. C'est très gentil, mais c'est un peu exagéré. Bah, t'es quand même un petit peu le spécialiste. Tu sais que je me suis inspirée de ton livre aussi que tu avais fait sur la maltraitance. Enfin, t'as écrit plein de choses, donc. J'ai pas de questions là. J'avais noté une question, enfin deux questions qui se ressemblaient. C'était, alors je ne sais plus où elles sont. C'était est-ce que la douceur est exclusivement féminine? Et la mise en valeur, mettre en valeur et faire ressortir l'impact des femmes dans le soin. Et je trouvais que ces deux questions allaient bien ensemble et surtout étaient un petit peu à contre-courant de ce que j'écris. Donc je veux bien m'attarder un petit peu là-dessus. Est-ce que la douceur est exclusivement féminine?
Alors évidemment, la réponse est non. Euh, donc pour ceux qui ont lu Carol Gilligan et l'éthique du care, en fait, elle développe le fait qu'il y a une espèce de morale qui serait particulièrement féminine justement en éthique et que notre morale de femme n'est pas la même morale que la morale des hommes. Et c'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose qui est basé sur la sollicitude, l'aller vers, le prendre soin, ce qui fait que les métiers du soin sont en effet très très féminins. On n'a pas, les femmes n'ont pas la même morale que les hommes, n'ont pas la même façon de s'occuper des gens que les hommes, n'ont pas, n'ont pas la même façon de prendre soin. Donc ce qu'on appelle le care, c'est pas forcément, enfin c'est pas du tout quelque chose d'inné, ça tient beaucoup à notre éducation et aux figures que l'on a, tout simplement. Les filles, quand elles sont petites, sont éduquées dans le sens de il faut prendre soin des gens et elles sont éduquées pour se tourner vers les autres. Tout en se tournant vers les autres, elles sont aussi éduquées pour faire des activités d'intérieur, donc ce que j'ai appelé le domus tout à l'heure. Il n'y a qu'à voir dans les magazines, enfin les catalogues de jouets. Alors ça fait des années que Pépite Sexiste, par exemple, se penche sur le sujet. Tout ce qui est dinette, soins aux poupons, soins jeux d'imitation. En fait, jeux d'imitation domestique, c'est quelque chose qui est dévolu aux petites filles. Donc ça, on le sait déjà. Mais même dans les activités qui sont prônées, c'est même à l'école, la façon de s'occuper des enfants à l'école n'est pas la même selon qu'on a affaire à des garçons ou à des filles. Une fille, par exemple, va être incitée souvent à parler plus doucement, à rester plus sage, à être gentille avec ses camarades, à partager. On partage ses jouets, on partage son plat, on partage ses copies, on laisse les autres copier sur soi, par exemple. Alors qu'un garçon va être poussé plus vers non pas la compétition, mais à faire preuve de un petit peu plus d'individualisme. Un garçon va être poussé à réussir, à gagner, à s'exprimer. Alors, c'est pas mauvais en soi de gagner et de s'exprimer, c'est juste que les filles sont pas poussées vers la réussite comme le sont les garçons. Ça va s'en ressentir sur les choix de carrière. Les filles vont avoir des choix de carrière qui vont être plutôt orientés vers le soin aux personnes, vers la sollicitude, alors que les garçons vont être orientés sur des choix de carrière qui seront un petit peu plus comment dire, axé sur la réussite, sur les compétences, sur la technique. Donc ça se ressent dans les choix de carrière, mais ça se ressent également dans la façon dont se déroule notre carrière. Une femme dans une carrière, que ce soit une carrière féminine ou masculine, va souvent justement avoir cette façon de travailler qui fait qu'elle va prendre en compte un petit peu plus l'environnement. Elle va plus, elle va être ce côté un petit peu apaisant dans une équipe, non pas qu'elle le veuille, mais parce que naturellement, les constructions se font ainsi. Donc, elle va être celle. Ah, il y a comme un petit écho. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a un micro allumé. Oui, si vous pouvez éteindre votre... je coupe le son, Christiane Réal. Voilà, c'est coupé. Voilà, tu peux y aller. Dans une équipe, une femme va être celle qui va un petit peu veiller à la cohésion du groupe, qui va s'assurer que tout le monde va bien, que tout le monde, enfin, je dirais pas que tout le monde est heureux parce que ça serait un peu trop porté sur nos épaules, mais elle va s'assurer un petit peu du moral des troupes. Euh, alors, je dis pas que les hommes le font pas, mais c'est juste que les hommes sont pas formés. En fait, ils sont pas éduqués pour ça dans le travail. Euh, En famille, ça va être pareil. La femme va être celle qui a ce rôle un petit peu apaisant. Enfin, il y a qu'à m'écouter parler. J'ai une voix toute douce et j'ai la même voix toute douce au boulot, quoi. C'est impressionnant. Mais en fait, voilà, il y a une question d'éducation qui perdure, qui fait que les femmes deviennent femmes avec ces attendus de féminité, de douceur et d'empathie, mais qu'au boulot, elles ont aussi ce rôle de femme, en famille, elles ont aussi ce rôle de femme, et dans la société tout entière, elles ont aussi ce rôle de femme. Il n'y a qu'à voir, socialement parlant, quand une femme a un comportement un peu plus, j'allais dire guerrier, c'est pas vraiment le mot, mais un peu plus dominant, un peu plus agressif, elle se fait vite renvoyer sur les roses. Une femme qui hausse le ton, une femme qui dit des gros mots, une femme qui crie, une femme qui s'affirme, c'est mal vu. C'est pas logique. Il y a qu'à voir Margaret Thatcher, Edith Cresson, Greta Thunberg, sont des femmes qui se sont pris des volées de bois vert parce qu'elles osaient affirmer, elles osaient parler plus fort que les autres, elles osaient affirmer des choses que les femmes généralement taisent. Donc, ce sont des femmes avec des comportements un petit peu plus guerriers et du coup,
elles s'en prennent plein la gueule. Donc, est-ce que la douceur est exclusivement féminine? Non, évidemment. Par contre, cette douceur, on trouve qu'elle est normale chez les femmes, elle est naturelle, donc on ne se pose pas la question de savoir si elle leur appartient vraiment, elle est là, point barre. Mais un homme qui arrive dans un métier de femme, c'est là où c'est perfide, c'est qu'un homme qui arrive dans un métier de femme, on va se dire qu'il n'a pas ses qualités féminines. À la base, il a des compétences plus techniques, il a un cerveau qui est différent, il a le sens de l'humour, il a des bras musclés. Et du coup, quand il arrive dans ce métier de soignant, on va se dire, il a non seulement des qualités masculines que les femmes n'ont pas, mais en plus, il sait faire preuve de douceur, il sait faire preuve de sollicitude, il sait faire preuve d'empathie. Donc, il a deux fois plus de qualités que les femmes. Puisque une femme dans un métier de femme, c'est normal. Une femme dans un métier d'homme, elle devra faire ses preuves. Un homme dans un métier d'homme, c'est normal. Un homme dans un métier de femme, il n'a aucune preuve à apporter à rien. On considère d'emblée qu'il a des qualités masculines et que s'il s'est dirigé dans un métier de femme, c'est que d'emblée, il a également des qualités féminines. Donc ça, Bourdieu l'a très bien analysé dans la domination masculine. Et moi, dans le livre, c'est ce que j'appelle un petit peu le syndrome Tony Micheli. C'est-à-dire que Tony Micheli, pour ceux qui ont vu la série, donc pour les gens qui ont à peu près mon âge ou qui sont plus âgés, c'était dans Madame et Servie, c'était un homme qui débarquait chez une bourgeoise pour être femme de ménage. Et Tony Micheli était merveilleux parce qu'il savait tout faire. Il savait faire la cuisine, il savait s'occuper des enfants, il savait faire le ménage, il savait consoler les dames. Enfin, il était merveilleux. Et du coup, toute la série tournait autour de ce personnage qui était extraordinaire. Sauf que quand on y réfléchit, ce personnage n'avait absolument rien d'extraordinaire. Il faisait tout ce qu'une femme fait à la maison quotidiennement depuis des années et on n'en fait pas une série télévisée pour autant. Donc en fait, cet homme qui arrive dans les métiers de femmes, comme il est mieux vu que les femmes qui sont dans les mêmes métiers, il va avoir la chance de monter plus vite en compétences. Donc, il va avoir des promotions plus rapidement. Il va se faire remarquer dans une équipe, parce qu'un seul homme dans une équipe, on le remarque plus facilement. Donc, il va être plus souvent sollicité, par exemple, pour les heures supplémentaires. Et en faisant plus d'heures supplémentaires que les femmes, du coup, ça lui permet d'avancer en grade également plus rapidement. Dans les études promotionnelles, il va être également favorisé. Donc là, ça se retrouve dans les chiffres, puisqu'au départ, il y a 90% de femmes qui sont aides-soignantes. Puis plus on monte dans la profession, donc si on suit un avancement linéaire, ça serait aide-soignante, infirmière, cadre de santé, cadre supérieur de santé, puis directrice des soins. En fait, on se rend compte que plus on monte justement dans la hiérarchie, moins les femmes sont présentes. Elles partent d'une même base, mais au fur et à mesure, elles sont éliminées des études promotionnelles. Donc, ça ne répond pas à la question est-ce que la douceur est féminine? Du coup, non, la douceur n'est pas féminine, mais c'est ce qui est le moins valorisé justement dans les métiers du soin. On peut passer à la question suivante, sauf s'il y a des questions. Ben, si tu veux, je peux peut-être essayer de stimuler un peu Je veux bien. la réunion, hein, avec une remarque. C'est vrai que je te le disais hier, hein, quand nous en discutions, il me semble on trouve deux voies d'appréciation de ce dont tu viens de parler. D'un côté, une certaine revendication du care comme étant féminin, donc une certaine valorisation en quelque sorte des femmes à travers cette propension acquise, et là j'en conviens bien, mais qui n'est pas toujours précisée comme acquise, qui peut apparaître comme innée à certains, hein, à prendre soin. Et d'un autre côté, je dirais, c'est le revers de la médaille, hein, qui est celui de l'assignation, en quelque sorte, autoritaire à une certaine tâche et une certaine façon d'être. Voilà. Est-ce qu'on retrouve dans les mouvements féministes, effectivement, ce que moi j'entends comme sinon une contradiction, du moins une ambiguïté, une ambivalence? Alors, cette assignation, elle est intéressante, Bernard, parce que je travaille en psychiatrie, comme je l'ai dit dans la présentation. Et ce qu'on peut constater, c'est que en psychiatrie, donc on reçoit des patients de l'adolescence au très grand âge, jusqu'à la fin de vie, en fait.
Et ce qu'on peut voir, c'est que dans les services de psychiatrie, donc il y a la psychiatrie adulte et la psychiatrie du grand âge et la psychiatrie des ados, et dans les services dédiés au grand âge, il y a beaucoup plus de femmes soignantes que dans les services de psychiatrie adulte. Les attendus dans le champ du vieillissement et dans le champ du soin aux personnes âgées, les attendus justement visent beaucoup la douceur. Comme si en vieillissant, on n'avait plus vraiment besoin de compétences techniques, mais qu'on avait juste besoin de cette fameuse douceur et de cette fameuse sollicitude. Alors que la psychiatrie adulte, elle, aurait un peu plus besoin de bras musclés. C'est un peu comme si on prenait le problème à l'envers. S'il y avait peut-être un peu plus de douceur en psychiatrie adulte, il y aurait peut-être un petit peu moins besoin de bras musclés. Et au contraire, est-ce que la technique a moins d'importance avec le grand âge qu'avec les personnes adultes? Non. Dans la technique, donc tout à l'heure, on parlait des soft skills et des hard skills. Donc, en français, tout simplement, ça serait le savoir-faire et le savoir-être. Ce qui va être favorisé, c'est souvent le savoir-faire. Tout ce qui est technique, en fait, ce sont les compétences acquises. Le savoir-être, c'est ce qu'on va considérer pas comme inné, mais plutôt inhérent à notre caractère et à notre façon d'être ouvert au monde, d'être ouvert aux personnes, d'entrer en relation avec eux. Or, le savoir-être dans les métiers du soin n'est pas quelque chose d'inné. Le savoir-être, c'est une compétence acquise. Là, on peut parler d'empathie, parce que l'empathie est un mot très à la mode. Donc, l'empathie, c'est la capacité à ressentir les émotions pour pouvoir entrer en interaction avec les personnes. L'empathie, c'est pas quelque chose d'inné chez les femmes. C'est comme toute soignante, il y a des personnes pour qui j'ai une réelle sympathie, parce que je me dis qu'ils ont un caractère qui fait qu'ils me sont sympathiques naturellement, et d'autres personnes pour qui j'ai une réelle antipathie, parce que je me dis, si je les croisais dehors, clairement, je les aimerais pas. Sauf qu'en tant que soignante, je ne peux pas justement miser sur cette sympathie et cette antipathie puisqu'il faut que je sois empathique. Et pour être empathique, il va falloir que je développe mes propres compétences d'écoute, de mise à distance, de relativiser par exemple dans la relation, de me dire que cette insulte ne m'est pas destinée, elle est destinée à la soignante que je suis, enfin, même si parfois je ne suis pas dupe, elle est peut-être parfois aussi destinée à la personne. Euh, cette empathie va aussi se construire sur l'histoire de vie de la personne, les relations qu'elle a pu avoir avant, après, pendant, les conséquences aussi d'une pathologie qu'il a amenée dans ce service. Une démence, par exemple, une personne qui est très insultante, bah, c'est peut-être tout simplement une démence, c'est peut-être tout simplement elle n'a plus que ce mode de communication, c'est peut-être tout simplement une souffrance qu'elle exprime, c'est peut-être une souffrance physique qui s'exprime parce qu'elle n'arrive plus justement à le dire. Et tout ça, ce sont ce qu'on appelle des savoir-être, mais qui en fait sont des savoir-faire, ce sont des choses que j'ai apprises. C'est pas inné en moi d'être empathique. Et c'est en ça que, justement, la, la féminisation des professions de santé, c'est un petit peu un piège parce qu'on compte beaucoup sur ces qualités féminines et on oublie que ces qualités ne sont pas, enfin, sont des techniques également. Ce sont des techniques qu'on apprend en tant que soignante, en tant qu'ASG, qu'on peut développer plus tard par d'autres formations. Enfin, tout ça, c'est très technique. Est-ce que ça répond mieux à ta question? Oui, oui, bien sûr, des questions, j'en aurai beaucoup, encore d'autres, bien sûr. Est-ce que vous voulez vous exprimer, peut-être, Dominique, vous faites signe, là, vous vouliez vous exprimer, vous pouvez mettre votre micro, s'il vous plaît, Dominique. Ah, vous n'y parvenez pas. Ça y est, ça y est, ça y est. Ça y est, vous m'entendez? Oui, très bien. Voilà. Oui, je suis. Bon, merci Florence. Tout ce que vous avez dit est intéressant. Je suis moi-même, j'ai été aide-soignant pendant 20 ans avant de mal tourner et de finir cadre de santé. Mais j'ai, j'ai rédigé mon mémoire d'infirmier au féminin. Bon, d'abord, je m'appelle Dominique. Et, et ensuite, j'ai expliqué que, que cette dimension du soin
faisait appel à la dimension féminine du soignant. Effectivement, au-delà du genre lui-même du soignant, je pense qu'on a tous une dimension féminine et masculine, et à chacun de nous de la mettre en œuvre dans le type de relation où on se trouve. On voit bien que dans les fonctions d'encadrement, on fait plutôt appel très souvent à la dimension cadrante qui est généralement dévolue aux hommes, mais je pense que le soin réellement fait met en œuvre cette dimension-là. Alors, est-ce que c'est aujourd'hui euh, admis que ce soit la dimension féminine? Je crois que je suis un peu vieux jeu déjà, mais euh, pour moi, ça avait quelque chose de réel. Alors, c'est super intéressant. En fait, ce que je veux dire, c'est que la dimension, alors je suis d'accord sur la dimension féminine et la dimension masculine. Si tant est qu'on considère donc qu'il y a des qualités féminines et masculines, mais partons du postulat qu'il y a des qualités féminines et d'autres masculines, ce que je veux dire avec les savoir-faire et les savoir-être, c'est que si on prend en compte, si on se dit qu'un soignant a ces deux qualités, ce qui va être privilégié, ce qui va être valorisé, ce sont justement les qualités masculines. Puisque les qualités féminines, on va se dire que tout le monde les a. D'ailleurs, 90% des soignants sont des femmes. Donc, c'est que c'est facile. Les qualités masculines, elles, justement, vont être le petit truc en plus. Ce sont des soignants qui ont les mêmes qualités féminines que tous les autres soignants, mais qui, en plus, ont des qualités masculines. Dans le soin, alors je vous donne un exemple tout bête. La semaine dernière, j'ai une alerte Google en fait, et dès que ça parle d'aides-soignants, de formation pour les aides-soignants, je reçois une petite alerte, comme ça je peux aller voir un petit peu ce qui se raconte à droite à gauche. Donc la semaine dernière, je reçois une alerte Google sur un centre de formation, un IFPS, qui explique que en ce moment, on a un petit peu de mal à recruter des apprenants aides-soignants parce que bon, c'est un métier qui n'est pas très bien valorisé. Et donc la directrice, qui est donc une femme, explique que dans la promotion d'aide-soignants de cette année, il y a très peu d'hommes. Elle dit, et puis c'est dommage parce que c'est quand même une formation très féminine. Les hommes font du bien à la profession. D'ailleurs, ce qu'on remarque, c'est que les hommes, eux, créent du lien avec les patients. Ok, donc les 90% de femmes, en fait, non, elles créent pas de lien avec les patients. Elles sont juste là pour servir un verre d'eau, puis le reste du temps, elles servent à rien, quoi. En fait, c'est-à-dire que même des cadres, alors c'est pas contre vous, Dominique, mais même des cadres, même des personnes chargées du recrutement, chargées de l'enseignement, donc des gens qui ont des responsabilités, qui ont des compétences et des connaissances, même ces personnes-là continuent à promouvoir ce cliché de la féminité et de la masculinité. Alors, je vous donne un autre petit exemple qui m'a bien parlé, alors que j'ai vu passer sur LinkedIn, mais franchement, j'ai adoré. C'est c'est un homme qui est au volant, qui conduit, qui a son fils à côté de lui et qui a un très grave accident de voiture. Les deux personnes sont éjectées de la voiture, l'homme et son fils. Les pompiers arrivent, mais le temps qu'ils arrivent, l'homme est mort. Ils emmènent donc l'enfant à l'hôpital. Et arrivé à l'hôpital, ils font appel au médecin de garde qui est là. Le médecin de garde arrive, regarde l'enfant et dit, je ne peux pas m'en occuper, c'est mon fils. Et donc, mon premier réflexe en lisant cette petite histoire, c'est de me dire, ben non, c'est pas possible. L'enfant, il était avec son père et son père, il est mort dans l'accident. Donc là, le médecin, ça peut pas être son père. Sauf qu'en fait, le médecin, c'est sa mère. Et même moi, qui suis féministe, même moi qui ai écrit un livre justement où je parle de ces qualités féminines et masculines et je fustige justement les clichés qui y sont associés, bah même moi je m'étais fait piéger en fait. J'ai pas pensé une seconde que oui, le médecin, c'est sa mère. Voilà, un exemple tout bête. On prône encore justement le masculin. Le masculin se traduit dans ce qu'on pense des hommes dans le soin, mais aussi à la façon dont on parle des hommes dans le soin. Si on dit facilement l'infirmière et l'aide-soignante, on ne dit pas encore le médecin.
Enfin, on dit encore le médecin, on ne dit pas la médecin. On peut dire la psychiatre, la psychologue, la cadre, mais le médecin, ça reste encore quelque chose de masculin. Alors que concrètement, on sait bien qu'il y a de plus en plus de femmes chez les médecins également. Vous voulez réagir, Dominique? Alors, je vois que Gérard Bramy va réagir. Bon, je vais lui passer la parole. Simplement, un petit mot pour aller tout à fait dans ton sens, Florence. J'ai une fille qui est médecin gériatre et effectivement, elle s'est entendue dire que par des patients qu'ils attendaient le passage du médecin en s'adressant à elle. Voilà. Oui, Gérard, est-ce que vous voulez intervenir? Vous n'avez pas votre micro branché. voilà, ça y est, je me suis branché, vous m'entendez là, c'est bon. Voilà. Non, juste pour vous dire que moi j'ai 40 ans d'expérience dans les EHPAD. Je ne sais pas, peut-être que je me trompe, mais j'ai pas senti vraiment une différence fondamentale dans la perception de l'activité professionnelle, aide-soignante, infirmière, cadre de santé. Je précise que je crois n'avoir jamais eu un cadre de santé masculin. Or, le cadre de santé reste une fonction particulièrement élevée dans nos institutions. J'ai pas senti. Pourquoi je l'ai pas senti? Peut-être parce qu'il y a eu une erreur, mais parce qu'il y a aussi une autre perception qui me paraît importante, c'est que lorsqu'on est dans le système hospitalier ou dans le système d'accompagnement de l'âge, la perception réelle qu'on a, c'est celle de celui qui est patient ou celui qui est résident et qui, c'est quelque chose qui prévaut. C'est-à-dire qu'en réalité, on ne voit même plus l'acteur qui est l'aide-soignant. Vous avez raison de dire qu'il y a 90% de femmes en tant qu'aide-soignante. Moi, j'avais le chiffre de 80%, mais c'est similaire. Mais c'était en fait la personne elle-même, le malade, le résident, qui souvent est dans une situation pathologique différente, difficile. Et c'est là que, franchement, j'ai jamais perçu une sorte de valorisation de l'homme parce qu'il était homme et disons, de moins de valorisation de la femme parce qu'elle était femme. Voilà, je vous laisse la parole, bien entendu. Je pense pas que ce soit les résidents justement qui nous font sentir que nous sommes des femmes ou des hommes. À part certains cas qui sont quand même assez isolés de harcèlement sexuel, il faut le dire. Mais c'est pas, excusez-moi. Oui, c'est un oui, mais c'est pas les résidents qui nous font sentir cette différence. C'est plus dans la vision qu'on a socialement de ce métier. Euh, ah, Si vous avez un écran à côté qui est disponible, vous pouvez faire une recherche Google tout simplement. Vous tapez sur Google le mot médecin et vous faites Google Images. Vous aurez beaucoup plus d'images d'hommes blancs d'un certain âge, enfin qui n'ont pas 20 ans, clairement. Euh, Spontanément, c'est ce que Google va vous proposer. Il y aura des images de femmes également, blanches d'ailleurs, souriantes. Si vous faites la même recherche avec le mot aide-soignant, sans même le mettre au féminin, vous aurez également des images de femmes blanches, jeunes, souriantes ou noires. Parce que aide-soignant, c'est plus coloré, on va dire, mais ça reste féminin, même quand on l'écrit au masculin. Socialement, c'est encore vu comme ça. Le médecin est un homme blanc, l'aide-soignante est une femme. Et c'est assez marquant en fait. C'est quelque chose qui perdure. De même, quand on fait des recherches, alors plus sur des dessins, les différences entre aide-soignante et infirmière. Aide-soignante, on va trouver des images de femmes plus débraillées en fait, plus sales sur leur tenue, plus fatiguées, moins sexy. Les infirmières, on va encore les représenter avec des blouses, enfin des blouses sans pantalon, des robes blouses avec la petite cornette, avec le côté un petit peu sexy qui vend du rêve, quoi. On a une image liée à notre profession qui perdure depuis des années, alors que évidemment dans les services, on est très très loin de cette image. Les infirmières en cornette, je sais plus depuis combien de temps ça n'existe plus. Moi, je les ai connues quand j'étais petite. J'habitais une prison, parce que mes parents bossaient en prison, et en effet, les infirmières pénitentiaires de l'hôpital de la prison étaient des sœurs. Mais elles avaient juste un petit voile. C'était pas une cornette avec la croix rouge dessus, quoi. Mais c'était il y a longtemps. Enfin, c'était il y a longtemps que j'étais jeune, donc ça date un peu.
Et sinon, pour répondre à votre question, euh, c'est pas 80% d'aides-soignantes, c'est 90%. Et ce chiffre baisse avec... Alors, c'est intéressant parce que si on prend les chiffres des EHPAD et ceux des hôpitaux, il y a plus de femmes en EHPAD dans les soignantes et dans les cadres de santé. De même, dans les directrices d'EHPAD, il y a plus de directrices d'EHPAD que de directrices d'hôpital. Tu as dit, puisque on va rebondir un petit peu et que tu admets qu'on aille un petit peu sur des questions différentes, hein, peut-être en passant du coq à l'âne, mais malgré tout, j'ai entendu ce que tu disais en termes de harcèlement sexuel. Or, c'est vrai que nous avons des hommes qui sont une minorité dans nos établissements pour personnes âgées, hein. Nous avons des hommes qui représentent effectivement un quart, un tiers à peu près de la population. Et quand il y a des mots, et ce qui est plus ennuyeux, des gestes déplacés, on peut dire quasiment toujours, dans les mini-enquêtes qu'on a fait dans notre service en tout cas, c'était toujours des hommes vis-à-vis de femmes. Et moi, je me suis toujours posé la question, je ne sais pas si tu as une idée là-dessus, je me suis dit, mais bon, par les temps qui courent, nous avons conscience qu'il y a peut-être 10 ou même peut-être 20% des femmes qui ont été abusées dans l'enfance, d'une manière, sans qu'on le sache. Qu'est-ce que ça veut dire que ces femmes qui arrivent dans un service où un grand-père va peut-être avoir des gestes déplacés? Et inversement, celles qui n'ont, je dirais, aucune expérience, et heureusement pas celle-là, qui n'ont jamais imaginé qu'un homme de cet âge-là pourrait avoir ce genre de comportement. Est-ce que tu as dans l'idée que il se fait quelque chose, par exemple, je sais pas, rencontrer un psychologue ou autre, est-ce que lors du recrutement, on peut se poser ce genre de questions raisonnablement? Est-ce qu'il pourrait y avoir un accompagnement du fait de la prise de conscience, encore une fois, de l'importance quantitative de ce phénomène, hein? Est-ce que tu as une idée? Puis je passerai la parole à Christian Cazot. Alors, je te remercie de poser cette question parce qu'elle n'était pas dans les questions et vraiment merci de la poser parce que c'est important. Euh, En fait, oui, bah, vous le savez tous, hein, la vie sexuelle et affective, ça s'arrête pas quand on arrive à la retraite. Dans les établissements de type EHPAD ou dans les services de long séjour, il y a des personnes encore actives sexuellement. Ça reste encore, alors, il y a des progrès, mais ça reste encore un impensé. C'est-à-dire on a monté, enfin, on a de plus en plus de groupes de travail justement sur la vie sexuelle. On a des soignants qui sont bien plus formés justement à cet accompagnement, à cette prise en soin par rapport à des personnes encore sexuellement actives. L'impensé réside surtout dans le consentement. C'est-à-dire que les personnes qui sont en EHPAD sont dépendantes pour la plupart physiquement, mais voilà, c'est au niveau du consentement, ça reste encore quelque chose d'assez clair. Là où ça devient plus compliqué, c'est justement avec les troubles cognitifs, et il y en a de plus en plus, il y a de plus en plus de personnes présentant des troubles cognitifs en EHPAD. Et donc, quid du consentement? Quid du respect du droit de changer d'avis, du droit... Alors, le droit à l'intimité, c'est quelque chose qui est quand même bien mieux maintenant. Enfin, il y a moins de chambres doubles, les soignants sont bien mieux formés justement sur le respect des chambres, de l'accès aux chambres, du fait de frapper à la porte, d'attendre la réponse. Enfin, c'est vraiment quelque chose qu'on apprend d'emblée. Mais sur le respect du consentement, euh, bah, Monsieur Fardel pourra en témoigner également. C'est quelque chose qui se retrouve dans les comités d'éthique, justement, parce que justement, qu'est-ce que le consentement pour une personne ayant des troubles cognitifs? Qu'est-ce que le consentement pour une personne étant hospitalisée en psychiatrie? Comment est-ce qu'on s'assure du consentement, nous, en tant que soignants? Comment est-ce que, on protège quelqu'un qui n'est pas consentant? Enfin, ce sont des questions justement qui arrivent beaucoup chez les soignants, qui arrivent beaucoup du coup dans les directions, qui arrivent beaucoup dans les établissements. On n'a pas vraiment encore de réponse parfaite. Dieu merci, il y a de plus en plus de comités d'éthique, donc on s'améliore sur le sujet. Mais par contre, ça pose la question justement de la résurgence.
Quand Bernard, tu parles des femmes qui ont subi des agressions sexuelles, je pense que 20% c'est la moyenne basse, hein. Clairement, il y en a plus. Mais justement, quand on arrive dans les établissements du grand âge, on se retrouve à nouveau avec des hommes et on se retrouve avec des hommes qui ont été auteurs d'agressions sexuelles ou qui sont encore auteurs d'agressions sexuelles. Comment est-ce qu'on protège ces femmes-là? Et surtout, là où par contre la formation des soignants fait encore défaut, c'est qu'on est formé justement au repérage des agressions sexuelles, mais on n'est pas formé au repérage des agressions sexuelles ayant eu lieu il y a 50 ans. Or, les femmes qui arrivent en EHPAD ont parfois subi des agressions sexuelles il y a 10, 20, 30, 40 ou 50 ans, et cela peut ressurgir au contact d'autres personnes, justement, qui vont pas forcément avoir des comportements de prédateurs, mais qui vont avoir des paroles ou des gestes qui vont faire ressurgir ces traumatismes. Là, par contre, clairement, on n'est pas encore assez bien formé, en effet. Et les viols en EHPAD, c'est quelque chose qui a été documenté par Mediapart. Le problème qu'il y a, c'est que Oui. le temps que les personnes auteurs des viols soient jugées, euh, en fait, le temps est trop long. Ce sont des personnes très âgées et parfois elles meurent avant le procès. Donc, voilà. D'accord. Oui, effectivement, Mediapart, je peux faire passer cet article à des personnes qui seraient intéressées dès lors que je suis abonné. Christian, tu veux intervenir? Oui, je voulais juste insister sur des choses qui n'ont pas été dites ou qui ont été dites à moitié. Euh, je voudrais revenir quand même sur un élément qui est le fait que la profession soignante, c'est essentiellement une profession féminine. Je veux dire que le pourcentage d'hommes dans la fonction soignante, il est toujours très faible. Et donc, c'est pas anormal qu'on se retrouve c'est pas anormal qu'on se retrouve avec une progression féminine. Moi, personnellement, j'ai connu essentiellement des cadres de santé qui étaient des femmes, des cadres supérieurs de santé qui étaient des femmes et des directeurs de soins, j'en ai très peu connus qui étaient des hommes. Donc, il faut bien remettre les choses à leur place. Donc, il y a ça. Et quand moi, on m'a recruté enfin, on m'a recruté pour faire la formation d'infirmier, une des questions du jury, c'était est-ce que ça ne vous dérange pas d'être commandé par des femmes? Donc, vous voyez où est-ce qu'on était? Et je vous dirai pas depuis combien de temps ça fait, mais c'était il y a longtemps, hein. Voilà. Donc il y a ça. Et ensuite, il y a quelque chose qui est inhérent à la fonction, c'est-à-dire que dans toutes les études sur lesquelles on essaye de se représenter pourquoi les gens deviennent infirmiers, que ce soit des hommes ou des femmes, il y a toujours cette bascule entre la technicité et le rapport humain. Et que nécessairement, on voit tout dans cet exemple-là. C'est-à-dire qu'on voit des gens qui vont être complètement concentrés sur la technique, et c'est tous les gens que tu vas retrouver au bloc opératoire, dans des spécialisations, ou dans les réanimations, ou dans les urgences, essentiellement, et pas que des hommes, et pas que des hommes. Et de l'autre côté, il y a aussi cette fonction de rapport humain, d'enveloppement de rapport humain qui existe aussi. Et que soit il y a la partition entre les deux, et c'est les gens que tu vas retrouver en psychiatrie, c'est les gens que tu vas retrouver en gériatrie, c'est tout un tas. Chacun va avoir son quota. Et moi, j'ai toujours prôné depuis le début, et mon cursus, c'est exactement celui-là, c'est que pour être un soignant, il faut avoir les deux. C'est-à-dire que ça ne peut pas se concevoir sur un côté ou sur l'autre. Le soin nécessite d'être technique et d'être humain. Et donc, être humain, c'est partager avec l'autre. Vous ne pouvez pas faire une injection, vous ne pouvez pas faire un geste technique sans avoir une manière d'aborder la personne. Et donc, il y a entre les deux, la grave erreur, c'est de faire la partition entre les deux. Et je pense qu'il ne faut pas insister sur cette partition-là. Au contraire, il faut essayer de la ramener. Et ensuite, effectivement, il est très difficile de faire une différence entre les hommes et les femmes, entre le masculin et le féminin, parce que le masculin est très minime dans la fonction soignante.
C'est ça le problème. Donc, pour arriver à pour arriver à être représentatif, c'est très difficile. Voilà, c'était juste sur ça que je voulais insister. Bah, en fait, c'est intéressant parce que tu dis la même chose que moi, mais avec des mots différents. Mais clairement, c'est tant qu'on continuera à dire qu'il y a des qualités masculines et des qualités féminines, on continuera justement à hiérarchiser ces qualités, à les essentialiser, puisque du coup, on essentialise les femmes et les hommes, les femmes étant plus douces et plus gentilles et plus tournées vers la relation à l'autre, alors que les hommes sont plus techniques et plus drôles et créent de la relation avec les patients. Mais comme tu dis, pour faire une injection, encore faut-il entrer en soins. Et c'est là où je vais te dire, ça se vérifie aussi en EHPAD. Euh, En EHPAD, quand je suis aide-soignante, je rentre dans des chambres et en moins de 5 minutes, des personnes se retrouvent entièrement nues devant moi. Je veux dire, il me faut quand même une sacrée dose de technique dans la relation pour convaincre une personne qui ne me connaît pas parce qu'avec une maladie d'Alzheimer, elle a oublié qui j'étais, pour la convaincre en douceur et avec respect de se déshabiller entièrement devant moi. Et ça, c'est de la technique, en fait. Et c'est là où on dit, c'est une qualité féminine, c'est parce que c'est de la sollicitude. Non, c'est de la technique, c'est une technique relationnelle, c'est une façon de poser sa voix, c'est une façon de choisir des mots adaptés, c'est une façon de regarder la personne, c'est une façon de se tenir à une distance raisonnable. Tout ça, c'est quelque chose qui s'apprend. C'est pas quelque chose que j'ai en moi parce que je suis une femme. C'est de la technique. Et quand on arrêtera de dire technique féminine et technique masculine, là, ouais, je pense qu'on aura fait un grand pas pour la valorisation de ces métiers. Et du coup, en valorisant ces métiers soignants, en cessant de dire féminin, masculin, ceci, cela, on considérera que tout le soin est un acte technique, que ce soit le soin relationnel ou le soin purement technique avec des gestes. Et à partir de ce moment-là, peut-être qu'on revalorisera également les salaires des soignants. Mais enfin, là, c'est l'étape d'après. Alors, c'est vrai il y a beaucoup de questions que tu pourras traiter. Par exemple, tu te demandais où se situait la douceur. Ben, c'est dans la toute dernière question où les personnes peuvent s'exprimer, parce que les premières questions qui sont apparues sur le questionnaire ont davantage trait aux attentes et ensuite les personnes vont se prononcer. Ouais, il y a des choses pour soulever des problèmes qui n'ont pas été soulevés, que je me pose depuis longtemps. Moi, je me demande s'il ne persistait pas, au moins dans ma génération, quelque chose qui était comme une certaine invalidation, au fond, du travail féminin salarié. C'est-à-dire qu'on est passé en 1968, au fond, de un tiers des salariés qui étaient des femmes, à actuellement, là, 2011, etc., nous sommes à la moitié, moins 1%. Bon, voilà. Et ça se fait pas toujours facilement. Je m'explique. J'ai eu le sentiment, mais tu vas me dire si je me trompe ou non, que certains hommes acceptent assez mal le travail de leurs femmes. Alors, en dehors des idées un petit peu spéciales qui traînent, par exemple, de prendre la douche en rentrant parce que tu vas ramener des germes de l'hôpital. Mais quelque chose qui est de l'ordre de concurrence, au fond, entre le mari, qui était autrefois servi par la femme à domicile, qui s'occupait des enfants et qui s'occupait de son mari, voire des vieux, et puis ben, le fait qu'elle a un travail très, en plus, instable, très, avec des horaires qui peuvent varier, enfin, voilà. Une astreinte importante, également la charge mentale que se représente le défi auquel nous, les soignants, nous sommes confrontés du fait de la matière, hein, si j'ose dire. Euh, est-ce que tu as senti quelque chose qui pouvait être de cet ordre? Au fond, le travail masculin admis comme étant normal, je dirais, pour le dire autrement que ce que je dis, et le travail féminin qui est un petit peu, allez, peut-être un peu facultatif, un peu cerise sur le gâteau, un peu pas forcément qui se doit absolument, qui n'est pas un acquis culturel historique très solide, et donc une certaine
concurrence, peut-être même jalousie vis-à-vis du travail féminin. Est-ce que je délire ou est-ce qu'il y a du vrai? Alors, dans le domaine soignant, ça tient vraiment à la spécificité, enfin, je pense que ça tient vraiment à la spécificité de notre travail. C'est-à-dire que j'insiste beaucoup sur le domus, mais parce que pour moi, il est super parlant. Le domus, donc, sont les activités domestiques. Euh, c'est quoi une aide-soignante, concrètement? Une aide-soignante, c'est quelqu'un qui va aller accompagner une personne vulnérable, donc qui va l'aider à se lever le matin, à faire des gestes qui ne lui seront pas douloureux, qui va l'aider à se laver, tout simplement, à cheminer jusqu'au lavabo, à se déshabiller pour aller prendre sa douche, qui va l'aider à manger, qui va accomplir avec elle ces gestes-là, donc ce qu'on appelle les AVQ, les actes de la vie quotidienne, qui va l'accompagner quand elle marche, qui va l'aider à se relever, qui va l'aider à s'allonger, qui va entretenir le lien social. Ça fait également partie de nos missions. Donc pour entretenir ce lien social, ça peut vouloir dire favoriser les liens familiaux. Donc c'est favoriser justement tout ce qui fait qu'on peut rester en contact avec sa famille, qui va favoriser des activités justement pour maintenir l'autonomie. Alors on parle beaucoup de maintenir l'autonomie. Peut-être qu'un jour on osera pouvoir dire accompagner la perte d'autonomie et c'est pas perdre quelque chose, c'est juste que c'est le cours de la vie, c'est qu'au bout d'un moment on arrête de gagner en compétences, on perd nos compétences. Et ça serait bien de pouvoir être aussi accompagné sur ce chemin-là, mais c'est un autre débat. En fait, une aide-soignante, c'est tout ça. C'est quelqu'un qui fait les actes de la vie quotidienne avec les personnes. Si on y réfléchit bien, ces actes de la vie quotidienne, avant d'être aide-soignante, j'ai eu deux enfants, puis j'ai eu des parents. En fait, les actes de la vie quotidienne, c'est ce que j'ai fait également avec mes enfants, c'est ce que j'ai fait également avec mes parents que j'ai accompagnés en fin de vie, c'est ce que j'ai fait avec mon mari quand il avait un rhume d'homme. En fait, c'est ce que je fais depuis très longtemps, justement, les actes de la vie quotidienne. Sauf que je le fais gratuitement. Je le fais gratuitement parce que ce sont mes enfants, parce que c'était mes parents, parce que c'était mon mari, qui maintenant est mon ex-mari du coup, parce que c'était parfois des proches que j'aidais. Tout ça, ça n'avait pas de valeur marchande puisque c'était fait au quotidien, naturellement. C'est le dilemme qu'on va retrouver chez les aides à domicile. C'est-à-dire que nous, les soignants, en fait, les aides-soignants, les infirmiers, on a quand même la chance d'avoir un diplôme d'État. Les aides à domicile ont également un diplôme d'État, mais beaucoup ne l'ont pas. En fait, c'est beaucoup vont le passer plus tard, vont le passer après avoir acquis de l'expérience, vont le passer via la VAE, via une reprise d'études, mais plus tardive que pour les infirmières. Et du coup, toutes ces choses-là qu'elles font, pour lesquelles elles sont payées, pour lesquelles elles ont des compétences, ne sont pas reconnues. Ce n'est pas un vrai travail. Enfin, c'est un vrai travail, mais à la limite, comme dirait ma belle-mère qui n'est plus ma belle-mère, tout le monde peut le faire. Et ça, c'est très dévalorisant, justement. Alors, est-ce que c'est typiquement féminin? C'est con à dire, mais oui, ce sont les métiers féminins qui sont dénigrés de cette façon. Ce sont les métiers, justement, d'aide à domicile, d'aide-soignante. Il n'y a qu'à y voir pendant la crise du Covid, en fait. Quand on a applaudi les aides-soignantes à 20 heures, d'autres ont dit, non, mais ça va, hein, elles font rien de plus, hein, elles torchent les culs des yeux la nuit, en gros. On a vraiment eu ce genre de phrase. C'est-à-dire que d'un côté, on était encensés, héroïsés, on était les héroïnes de la nation et sans nous tout s'arrêter. Et puis d'un autre côté, il y avait quand même des rageux qui disaient non mais ça va quoi, tout le monde peut le faire en fait. C'est rien ce qu'elles font, c'est pas grave. Bah si, en fait, si on le faisait pas, qui d'autre le faisait? Parce qu'on a beau dire tout le monde peut le faire, n'empêche, qui le fait? Voilà. Ça répond pas vraiment à la question peut-être. Ouais, c'est-à-dire, il y a tellement de questions, si tu veux, que moi, en lisant ton livre, j'ai découvert des choses. Alors, ça paraît, à 74 ans, il serait temps que je découvre, hein. Mais, par exemple, tu écris des choses auxquelles j'avais même pas pensé. Tu vois que les soignantes avec le blues, tout ça, peut cacher au moment des menstruations, enfin, voilà, éventuellement une serviette hygiénique ou autre. Là, j'avoue que j'ai jamais regardé là, tu vois. Mais voilà, est-ce que tu pourrais peut-être en parler aussi, cette notion aussi de féminité, d'exposition au fond, hein, Alors oui, c'est un métier de femme exercé par des femmes.
et qui concrètement n'est pas toujours fait pour les femmes. Donc je développe. Donc du coup, on sait que 90% des aides-soignantes sont des femmes, 87% des infirmières sont des femmes. Les aides à domicile, je crois que ça monte à 97%. Donc je pense qu'on a tous compris que c'était des femmes. Et d'un autre côté, à l'hôpital, les pantalons sont blancs. Alors les blouses sont blanches ou colorées, mais les pantalons sont blancs. Or, une femme, ça a ses règles tous les mois, à peu près. Parfois même, ça les a 2 fois par mois. Une femme, c'est si on considère qu'elle travaille entre 20 et 60 ans, enfin maintenant c'est plus 70 ans, mais ça veut dire qu'elle va passer plus de 40 ans de sa vie au travail et qu'elle va passer par toutes les phases de la féminité, c'est-à-dire les menstruations, donc le syndrome prémenstruel, le syndrome menstruel, le syndrome post-menstruel, la grossesse. Donc la grossesse, c'est 9 mois merveilleux avec des nausées, de la fatigue, des vomissements, des vergetures, une station debout pénible et compagnie. La dépression du postpartum, sympa aussi la dépression du postpartum, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est rigolo de reprendre le boulot quand l'enfant est encore tout petit et qu'on est encore en plein dans cette phase de dépression. Puis après, il va y avoir le retour de couche. C'est très sympathique aussi le retour de couche. Et puis, les règles tous les mois. Et puis parfois, la grossesse ou pas la grossesse. Et puis parfois, la grossesse et la fausse couche. Donc, la dépression. Et puis après, après c'est merveilleux, il y a la ménopause. Mais il n'y a pas juste la ménopause, il y a aussi la pré-ménopause. La ménopause. Alors, la post-ménopause, je ne sais pas encore ce que c'est. Moi, je suis juste dans la pré-ménopause. C'est assez sympa. Non, je rigole, c'est pas sympa du tout. Mais du coup, une femme au boulot, c'est con à dire, hein, mais ça ne vit pas la même façon qu'un homme au boulot. Alors, un homme au boulot, je sais pas comment ça vit, mais je me dis que ça doit être fantastique. Mais nous, on est quand même super dépendante de nos hormones, quoi. C'est impressionnant. Et ça, je vois une femme qui sourit, là, je me dis, je suis comprise. Mais en fait, c'est une réalité. C'est une réalité de ce que c'est que de faire avec des saignements, de faire avec des tiraillements, avec ce ventre qui grossit, de faire avec cette fatigue, de faire aussi avec cette charge mentale qui est due non seulement au boulot, mais aussi à notre vie de famille, comme on est souvent, plus souvent aidante, en fait, on cumule la charge mentale du boulot, mais aussi la charge mentale due aux activités domestiques qu'on gère et la charge mentale due à l'aidance. Être une femme au travail, c'est quand même avoir beaucoup plus d'impact de charge qu'un homme et beaucoup plus d'impact physique. Quand on parle de troubles musculo-squelettiques, c'est quelque chose sur lesquels les femmes sont très largement impactées. On commence à sortir des études maintenant sur le cancer du sein. En fait, on se rend compte que le travail soignant favorise le cancer du sein à cause des changements de rythme, du travail de nuit en l'occurrence, une alimentation qui est dégradée, évidemment, en fait des rythmes qui sont plus difficiles à supporter. Alors, je ne parlerai pas de 3-8 parce qu'il y a des tas d'hommes qui ont connu les 3-8, mais les horaires de soignants, c'est pas tout à fait les horaires de cadre de santé, en fait. Moi, je sais jamais hein, quand est-ce que je suis à la maison. J'arrête de tenir mon planning à jour parce que je me dis, je vis au jour le jour, je regarde mon planning pour le lendemain, quoi, en gros. Mais c'est tout ça aussi, être une femme au travail. C'est pas, euh, c'est pas que notre travail est plus difficile, c'est qu'on gère les contraintes de notre travail avec les contraintes de notre corps, avec les contraintes de notre vie de famille, avec les contraintes du fait d'être une femme, tout simplement. Et les règles et le pantalon blanc, enfin, c'est un exemple très parlant pour moi, mais clairement, oui, c'est pas pensé pour les femmes, tout ça. Le pantalon des hôpitaux, il est confortable, hein, mais quand on est enceinte, il devient vite très inconfortable. Quand on a quand on a les seins qui gonflent, parce qu'on allait, par exemple, la blouse de l'hôpital, elle est plus tout à fait adaptée à notre morphologie. C'est des tas de petits détails qui sont qui sont pas tout à fait pensés pour nous. Et ça s'est vu pendant le Covid avec les masques. En fait, les masques ont été élaborés à partir de visages d'hommes, tout simplement. Et du coup, ils étaient faits pour des morphologies masculines, alors qu'ils étaient plutôt portés par des femmes, puisque nous sommes plus nombreuses dans les services. Donc, on a eu des masques, mais ils nous protégeaient moins bien que s'ils avaient été placés sur des visages d'hommes. Alors, on a de la chance, on est plus résistante au Covid, parce que bah, du coup, on est plus souvent, en fait, on est plus souvent au contact du Covid, donc à la force, on finit par être un peu plus résistant.
Mais n'empêche que ce masque qui est censé nous protéger n'a pas été fait pour nous. Il a été fait pour les hommes. C'est tout bête, hein. Mais voilà, un métier de femme, pas pensé pour les femmes. Mais est-ce qu'il y a des interventions? Surtout, n'hésitez pas, parce que après on m'accusera d'être bavard, mais si vous n'avez pas de questions, je suis obligé de continuer sur ma lancée. Ou des Il y a une questions. question dans le chat, là, je crois, Bernard. Ah, il y a du chat, d'accord. Ouais. Alors, oui, là, je pense que j'ai un problème aussi technique. Est-ce que tu le vois, le chat? Oui, alors c'est Pierre Caro qui dit: Bonjour, vous venez de dire qu'une profession ne peut pas changer le genre. Les femmes et les hommes ont des contraintes qui sont imparables, c'est l'état naturel des différences. Ah ben, je suis entièrement d'accord, on n'a pas les mêmes contraintes. C'est juste que dans une profession où la majorité des personnes qui exercent les professions sont des femmes, il faudrait justement pouvoir s'adapter à cette majorité. Alors, on parle par exemple des les aides-soignantes, on a de la chance, on a quand même beaucoup d'aides techniques, justement. Le lève-malade, clairement, c'est une aide technique. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour nous faciliter la vie physiquement. Euh, Ce qu'il y a, c'est qu'on a encore beaucoup de contraintes qui sont pas prises en charge techniquement. Alors, je donne souvent cet exemple, mais vraiment, il est parlant. Quand on est aide-soignante en EHPAD, euh, il arrive qu'il y ait il arrive qu'il y ait des épidémies de gastro. Et quand il y a une épidémie de gastro, forcément, l'aide-soignante qui est du matin, elle sait qu'elle va avoir beaucoup de lits à changer. C'est comme ça, c'est la vie. Donc, on prend notre service à 6h45, on commence à aider les gens à se lever, puis on se rend compte que voilà, il y a eu des gastros, donc les gens sont souillés parce qu'ils n'ont pas pu se lever pour aller aux toilettes, donc on change les draps. Et il y a beaucoup de draps housses. Et donc, il y a un geste, c'est celui-là. Ce geste-là, c'est le fait de remettre le drap housse sur le matelas. Or, les matelas ne font pas tous la même taille dans les hôpitaux et dans les EHPAD, puisqu'il y a des matelas normaux, puis il y a des matelas à mémoire de forme, il y a des matelas plutôt dynamiques, donc là on met pas de drap housse, on met des draps plats, et puis il y a des matelas qui ont été achetés il y a 10 ans, puis d'autres il y a 5 ans, donc il y en a des bleus, il y en a des verts, et du coup ils ont des tailles un petit peu différentes. Mais les draps housses, eux, ils ont tous la même taille. Donc sur certains matelas, ils vont pouvoir se mettre très facilement, et puis sur d'autres, va falloir un tout petit peu tirer. Et du coup, pour mettre le draus, je vais soulever le matelas comme ça, et puis tirer de l'autre côté. Mais un matelas, c'est lourd, en fait. Alors, c'est pas très lourd et je le soulève pas longtemps, mais quand je change mon lit, c'est une fois, je soulève le matelas, je mets mon draus, et puis voilà, après, je m'en occuperai dans une semaine ou dans 10 jours. Si je travaille en EHPAD, soulever ce matelas et remettre le draus, je vais parfois le faire 20 fois en moins d'une heure. 20 fois ce geste, soulever, tirer. Là, il y a le canal carpien. En fait, les troubles musculo-squelettiques, ils viennent non seulement de la charge, mais surtout de la répétition. Et c'est là où ce n'est pas pensé pour les femmes, alors que c'est exercé par les femmes, c'est que cette répétition de gestes, cette répétition de port de charge, ne sera pas prise en compte dans la pénibilité. Un ouvrier, il y a quelque chose de pris en compte dans la pénibilité du travail. Une aide-soignante, la pénibilité qui est pourtant bien présente et bien documentée, elle est beaucoup moins bien prise en compte. D'accord. Euh, Est-ce que vous voulez intervenir, quelqu'un, Christian? Oui, enfin, tu viens de dire 20 fois en une heure. 20 fois en une heure, ça suppose que tu fais 20 patients en une heure. Est-ce que le problème, il n'est pas aussi là, quoi? Je veux dire, est-ce que c'est pas un peu trop? Ton micro est coupé, Florence. J'ai appuyé sur un bouton et c'était pas le bon écran. Alors évidemment, Christian, je le fais pas 20 fois en une heure, j'ai dit ce chiffre totalement au hasard. Concrètement, ça va plutôt être 12 fois en une heure ou deux. Euh, il n'empêche que c'est quand même une répétition de gestes. 12 fois en une heure et 12 fois en 2 heures, c'est pas pareil, Bah, hein? en fait, je dis 20 fois en une heure parce que figure-toi que pour mettre un draus, je soulève plusieurs fois le matelas. En fait, je tourne autour du matelas. C'est pour ça que je dis 20 Mais, fois en une heure. Parce qu'un matelas, ça a quatre coins.
Ouais. Et Et je après, dois l'enfiler sur les quatre coins, et tout après, simplement. ça suppose que tu fais ça toute seule. Mais Christian, évidemment. Et oui. Et peut-être que ce qui est à revendiquer, c'est le fait de ne pas le faire seul aussi. Parce Mais que alors, mais je suis tellement d'accord. Mais si seulement je pouvais moi, le quand j'ai décider. appris, moi, quand j'ai appris, et ce que j'ai essayé de garder tout autant de fois que j'ai été, tant que j'ai été à l'hôpital, c'est que les soins, ils se faisaient pas tout seul, ils se faisaient à deux, avec l'infirmière et l'aide-soignante, et qu'on s'occupait du patient ensemble, et qu'on essayait de le déterminer à un moment particulier qui était le bon moment. Ensuite, il y a d'autres choses qui me fait peur, quoi. Moi, si tu me fais le coup de me réveiller tous les matins à 7h30 pour me faire le lit, je peux te dire au troisième jour, je vais te foutre dehors, hein, ça c'est sûr. Donc, il y a tout un tas de choses que l'on fait par habitude parce qu'on n'est pas assez nombreux, parce qu'on n'a pas assez réfléchi sur la manière de faire les soins et de les organiser surtout. Voilà. Et donc, ça passe obligatoirement par le nombre de personnel, le nombre de patients et l'organisation. Il y a pas d'autre solution. Et si on veut de la qualité, c'est sur ça qu'il faut se poser, c'est sur ça qu'il faut se poser les questions. Il faut arrêter de dire que que les gens ne veulent pas aller travailler en EHPAD. Ils ne veulent pas aller travailler en EHPAD parce que le travail qu'on leur propose en EHPAD n'est pas le travail qu'ils souhaitent faire avec des patients. Voilà, Mais c'est Christian, tout. tu parles d'une posture de cadre de santé. Quand tu es aide-soignant, tu décides pas de. Enfin, c'est tout con. J'ai travaillé en UHR, donc une unité d'hébergement renforcée. Dans une unité d'hébergement renforcé, ce sont des patients qui sont hébergés, mais qui en fait sont hébergés quand même pas mal de temps, qui ont des troubles cognitifs sévères, qui fait que la vie en collectivité au sein d'un EHPAD classique leur est devenue impossible, tant pour leur sécurité que pour la sécurité des autres résidents. Donc 14 personnes, 14 chambres individuelles, deux aides-soignants, deux. Et l'infirmière, alors oui, elle est là, l'infirmière, hein, mais en fait, elle n'est pas affectée à l'UHR. Elle est affectée à l'USLD à côté. Donc, quand elle passe à l'UHR, c'est uniquement pour les médicaments. Le reste du temps, nous étions deux pour 14 personnes présentant des troubles cognitifs sévères. Donc, avec des déambulations, ce qui, à la limite, les gens marchent, ma foi, ils marchent, tant mieux, c'est très bien de marcher, mais aussi les gens, se débattent. Les gens parfois ont peur de nous, tout simplement. Et du coup, ça, bah, on met du temps à entrer en relation avec eux. Quand je disais tout à l'heure déshabiller une personne pour lui faire sa toilette, oui, il faut quand même une certaine compétence pour entrer en relation avec des personnes démentes. Donc, ce sont des soins qui nous prennent du temps. Nous sommes deux pour 14. Comment on fait? Moi, j'adorerais hein, travailler en humanitude. C'est mon rêve. Hein. Je suis allée faire des stages dans des EHPAD d'humanitude. Je suis allée travailler dans des endroits qui étaient différents, où il y avait un vrai respect du rythme, où il y avait un vrai respect des personnes, et du coup un vrai respect des soignants. Oui, il y en a des lieux comme ça. Mais concrètement, c'est pas encore une norme. Et tu vois, de dire, bah oui, mais bon, c'est pas normal de faire 20 lits en une heure. Mais je suis entièrement d'accord, Christian, c'est absolument pas normal. N'empêche que nous, notre réalité d'aide-soignant, elle est là. Elle est qu'on se tue les poignets, le dos et les épaules parce qu'on n'est pas assez nombreux. Alors que bah on serait peut-être deux de plus. En effet, alors dans une UHR, c'est confortable parce que si la personne elle veut dormir jusqu'à 11 heures ou 14 heures, elle dort jusqu'à 11 heures ou 14 heures. Parce que justement, c'est un respect du rythme que je retrouvais pas en EHPAD. C'est en ça que j'ai quand même adoré travailler à l'UHR. C'est que justement, c'était nous qui étions adaptés au rythme des patients et non le contraire. C'est des endroits humainement très bienveillants en fait. Mais on n'était que deux et on arrivait à respecter ce rythme. Mais à quel prix? En fait, à quel prix? C'est ça aussi. C'est évidemment qu'on aimerait tous bosser comme ça, mais on peut pas. Alors, Bon, dans le... je Oui, te pardon. rappelle que je te rappelle que c'est pas le cadre de santé qui doit dire tout ça. Je Je veux dire, sais. les gens qui sont sur le terrain, ils ont aussi le droit à la parole et ils ont aussi le droit de dire que ce qu'ils font ne leur convient pas. Mais on Parce que le dit. tant que vous ne le direz pas, tant que vous ne le direz pas et tant que vous ne le direz pas de manière forte, eh bien c'est l'ensemble de la population qui paye les frais de tout ça. D'accord? Je veux dire qu'il faut être très clair avec ça. Quelle qualité de soins on veut et à quel prix? Et
tant qu'on ne mettra pas ça sur la place publique très clairement, euh, moi je veux bien qu'on fasse des EHPAD avec 60 personnes et une infirmière et une aide-soignante, hein. On va gagner vachement de pognon avec ça. Mais Mais regarde, tu sais, en fait, est-ce que quand c'est tu ça dis qu'on il veut? faut le dire, si tu regardes par exemple du côté des médecins ou des gériatres ou des directeurs, vous avez quand même cette culture du syndicalisme, cette culture de la fédération, cette culture du corps, en fait, de l'expression. Si tu regardes du côté des aides-soignants, les aides-soignants, nous sommes 425 000 en France. C'est énorme, 425 000. Il existe des syndicats, certes, il n'existe pas d'ordre aide-soignant comme l'ordre infirmier, mais il existe une fédération nationale des associations d'aides-soignants. Tu te dis, waouh, une fédération, donc un truc justement pour porter notre voix. 300 adhérents, même pas. 300. On n'a aucun poids. Les seuls moments où on s'exprime, c'est justement le Covid, la grève de Foucheran. À la limite, quand une aide-soignante est décapitée dans un service de psychiatrie, là, on se dit peut-être ça serait pas mal de s'y intéresser. Mais sinon, regarde sur les plateaux télé, quand il y a eu le Covid, qui c'est qui était invité? C'était les médecins, c'était les sociologues, c'était les épidémiologistes, c'était les journalistes, des hommes. Par contre, les aides-soignants, bah, ils n'étaient pas invités. Ils n'étaient pas là. En fait, ils étaient au boulot, hein, sans doute, mais c'est une profession à qui on ne donne pas la parole et c'est une profession qui ne prend pas la parole parce qu'on ne se sent pas légitime. Alors qu'on n'est pas plus bête que d'autres, hein, franchement, on peut parler, mais on n'a pas cette culture de l'expression, en fait. Donc, du coup, c'est facile. Enfin, c'est facile. Non, c'est pas facile, mais c'est pas qu'on se tait, c'est que, ouais, on subit. On subit parce qu'on n'ose pas dire. Parce que quand on dit la première manifestation qu'il y a eu après le Covid, la première manifestation de soignants, c'est là où une infirmière a été caillassée par les forces de l'ordre. Elle a été tabassée, quoi. Première manif de soignants. Juste après le Covid, l'infirmière a se fait tabasser. Bah ok, ça calme, hein. En tout cas, Florence, c'est pas à toi qu'on peut, à mon avis, trop adresser la critique de te taire. Et il faut acheter ton livre aussi, parce que on ne peut pas dans une visio, effectivement, résumer l'ensemble de ce que tu dis. Et quant à prendre la parole, elle est superbe, cette parole-là. Il faut acheter son livre, bien sûr. Moi, franchement, je n'ai aucun centime d'euro sur son livre. Voilà, mais je l'ai lu et j'ai trouvé que c'était enfin, en effet, enfin, je connaissais une seule autre aide-soignante que je connais qui s'appelle Clermont Pezous, je crois, un nom comme ça, qui a écrit un bouquin que j'ai là quelque part. Mais c'est rare, en effet, c'est rare qu'il y ait l'expression. Alors, C'est euh, Marie-Agnès Alors, il y a, Marie- Costa-Clermont, Bernard. oui, c'est ça, oui, tu fais bien de m'aider, la mail Tu peux répéter si tu veux. C'est Marie-Agnès Costa-Clermont qui a écrit un livre sur l'intuition des aides-soignantes en EHPAD, en Oui, particulier par rapport à l'arrivée de la fin de vie et comment leur perception oui, n'est pas entendue oui, par leur environnement oui, professionnel. oui, On en revient, Florence, à quelle est la légitimité de cette parole, effectivement. oui. Voilà. Maëlys est médecin généraliste et orientation soins palliatifs. Elle est très intéressée par ces questions-là. Moi, je veux Euh, bien les références du bouquin, si tu peux me les transmettre ah par oui, écrit, oui, par là, oui, parce que ça m'intéresserait. oui, Oui, absolument. Mais ça, il n'y a aucun problème. Il doit être là sur mon étagère quelque part. Merci. après, la Parce qu'en difficulté, c'est fait, que la les, parole des aides-soignantes, quand on la regarde dans la littérature, justement, il y a des aides-soignantes hein, qui se sont exprimées, mais si on regarde un petit peu ce qui est sorti, écrit par des aides-soignantes ces dernières années, ça a surtout été des livres un peu à sensation pour dénoncer justement les EHPAD. Donc il y a eu Ella Kerieff, voilà, c'était hyper connu. Enfin, il y a eu Madame Pelletier. Enfin, il y a eu des témoignages d'aides-soignantes mais qui restaient des témoignages presque personnels sur une situation vécue dans un EHPAD ou une situation d'un système de soins, mais c'était pas quelque chose qui était... on n'est pas vraiment légitime en fait. Notre parole est pas la même. Elle est pas moins bien ou c'est juste que... c'est tout à fait de ça dont parlait Marie-Agnès.
D'accord. En fait, son livre est tiré de son mémoire de soins palliatifs. Elle a fait un DU de soins palliatifs et elle a fait son mémoire elle a publié son livre à partir de son mémoire. Et ce qu'elle disait précisément, c'est que la parole des aides-soignantes, souvent, n'a pas une scientificité la légitimerait, mais qu'elle est chargée d'une intuition et d'un savoir très intuitif sur la présence de l'autre dont elle s'occupe, euh, euh, qui a du mal à être transmis. Et elle travaille sur cette transmission, en fait, dans ce livre. Ok. Moi, ça m'intéresserait de le lire, clairement. Ah oui, il n'y a pas de souci, mais je te l'enverrai éventuellement, il n'y a pas de souci. Non, mais je peux l'acheter. Il est peut-être encore disponible quelque part. Je vais voir chez ma libraire. Il est chez RS et je crois qu'il est toujours disponible, Ah, hein. bah Il chez a RS, été oui, du coup, édité chez je vais le RS. commander. C'est important de commander un bouquin comme ça, elle a les droits d'auteur. Après, ce qu'on peut regretter aussi, c'est que la plupart des témoignages, c'est des témoignages qui sont écrits dans des livres. Alors, le tien apparemment, c'est pas ça, mais c'est des gens qui sont tellement usés que c'est la voie de sortie, quoi. C'est, je m'en vais et je vais vous dire ce que j'ai souffert, quoi. Mais c'est des gens qui abandonnent le métier, qui abandonnent le soin. J'ai pas trouvé beaucoup de témoignages positifs. C'est ce qui m'a vraiment manqué dans la bibliographie. C'est Ben que oui, je voulais essayer de parce voir que ce qui existait déjà. Et donc, j'ai essayé de lire des témoignages d'infirmières, d'aides-soignantes, de directeurs d'EHPAD également. Et alors, il y a quelques témoignages. Il y a le livre de Valérie Molière, qui est infirmière en EHPAD, qui s'appelle L'âge fragile, qui est un très beau témoignage sur sa profession. Il y a le livre de Delphine Dupré-Lévesque, Viens chez moi, j'habite dans un EHPAD, qui est super positif. Mais sinon, ouais, c'est beaucoup de choses négatives, c'est beaucoup de ressentiments en fait. Et c'est comme si on n'avait pas, c'est comme si on n'arrivait plus à retrouver la neutralité. C'est 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 aussi pour ça qu'avant j'étais adhérente à la FNAS, par exemple, la Fédération des aides-soignants, et j'en suis partie à cause de ça, parce que j'entendais beaucoup les mêmes discours de il faut plus de personnel, il faut qu'on soit augmenté. Alors oui, c'est vrai, clairement. Mais je me disais, ok, donc ça, on est d'accord, il faut plus de personnel et des meilleurs salaires. Mais nous, concrètement, on fait quoi? À part râler ou faire la grève, ça marche pas. On a une obligation de continuité des soins, donc de toute façon, on ne fait pas la grève. On dit qu'on est gréviste, mais on a quand même au boulot. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait pour revaloriser notre profession? Et alors, j'ai pris le parti, mais ça n'engage que moi, et c'est mon côté bisounours, de me dire, pour revaloriser ma profession, il faut aussi que j'arrive à dire, ben voilà, c'est une profession qui permet ça, qui est belle parce que euh, moi, c'est une profession que j'aime, hein, clairement. Enfin, c'est vraiment une profession que j'adore être soignante. Là, je me vois plus faire autre chose à part formatrice. Enfin voilà, mais je me vois pas ailleurs que dans le soin et je me vois pas ailleurs que dans l'accompagnement aux personnes vulnérables. Là, j'ai l'impression de ouais, c'est con, hein, je vais parler simplement, mais j'ai l'impression d'être utile, quoi. Donc je me dis, bah, je pars travailler, je sais ce que je fais de ma journée, et quand je rentre, je sais ce que j'ai fait. Et même si j'ai tendu un pot de yaourt à une personne, bah, je suis permis d'attraper son pot de yaourt et de le manger, quoi. Enfin, c'est tout con, mais quand on parle des actes essentiels de la vie quotidienne, je me dis qu'on est cette profession qui permet d'accomplir nos actes essentiels de la vie quotidienne. Enfin, je vois pas ce que je peux faire de plus beau au final. Si tu veux, ce que j'ai vécu comme médecin aussi, et beaucoup, me semble-t-il, c'est justement de l'absence de faiblesse de mouvement capable de peser vraiment sur la réalité. C'était une attente vis-à-vis de moi de défendre mon service et de défendre les aides-soignantes. Et alors, quand je suis allé au ministère du Travail, par exemple, avec le regretté Christophe Trival, en 2008, là, vraiment, il y avait comme un espoir qu'on puisse quand même changer quelque chose. Et c'était un peu difficile d'expliquer quand même aux aides-soignantes que en effet, je n'avais pas le pouvoir qu'elle voudrait bien me prêter, tu vois. Euh, sur un autre sujet, mais tu peux réagir bien sûr là-dessus ou d'autres personnes, hein, sur un autre sujet de difficulté que j'ai perçu.
à la marge, je dirais. Le fait qu'il s'agit souvent de jeunes femmes qui ont des enfants en bas âge et qui sont constamment, on pourrait dire, ou en tout cas confrontées à l'éducation à la propreté, et qui se retrouvent devant des situations de personnes qui, en fait, sont en train de perdre ces capacités-là, sans perspective dans l'immense majorité des cas, sauf sur des situations aiguës, de récupération en quelque sorte de la propreté. Je m'interroge, je me demande si ça n'est pas quelque chose qui travaille inconsciemment. Et puis aussi, et je vais en finir là et écouter ce que tu as à dire, le fait que les familles sont culturellement, historiquement dépossédées, en quelque sorte, de la mission immémorielle qui était de s'occuper des vieux. En tout cas, c'était un devoir. Ça ne veut pas dire que ça se faisait bien, ça ne veut pas dire que ça se faisait toujours, mais c'était une valeur morale qui restait forte et qui rentre en contradiction avec le fait que nous avons 26% des Français, tous âges confondus, qui meurent en EHPAD maintenant, hein, puisque c'est 158 000 à peu près. Et non pas, il faut pas trop regarder les chiffres de l'INSEE parce que eux mettent des gens qui vont mourir à l'hôpital et puis ils comptent aussi certains EHPAD comme domicile. Donc c'est massivement, alors que en 1972, c'était à peu près 4% des gens qui décédaient en maison de retraite, un peu plus de 4%. Donc, c'est un changement radical de société, avec le sentiment pour la famille d'être dépossédée, une très grande culpabilité, en particulier, me semble-t-il, hein, vu de mon point de vue peut-être d'homme et de médecin, des femmes qui venaient pleurer dans mon bureau. Papa, maman, c'est terrible, c'est affreux, j'aurais voulu l'accompagner jusqu'au bout, j'ai pas pu. Et alors, l'aide-soignante, au fond, elle est à la fois, elle est une concurrente aussi en partie. Elle peut être considérée comme sa fille si on est âgé, elle peut être considérée comme sa sœur, mais en tout cas, il y a un modèle familial qui peut se recréer avec cette professionnelle qui est là, elle, pour, disons, qui ne soigne pas sa famille. Voilà. Et comment est-ce que tu as ressenti ce genre de choses? Alors, en fait, il y a plein de questions dans ta question, Bernard, et il y a aussi une question sur le chat de RF, donc je pense que c'est Roland Fardel. Du coup, juste pour répondre à ta première question qui n'en était pas une, Christophe Trival, moi, il m'a accompagné au ministère de la Santé. Tu vois, je pense qu'il a accompagné tout le monde au ministère. On avait été reçus ensemble pour la loi SV, justement. Donc, on était des soignants et des aidants à être reçus. Et du coup, lui aussi. Donc, moi, je l'avais rencontré à ce moment-là. Donc ça, c'était pour la petite anecdote. Quand tu parles des familles dépossédées, justement, les aides-soignants sont dans cet entre-deux, c'est-à-dire qu'on prend le relais d'un aidant qui non pas qu'il ne soit plus en capacité d'aider, c'est juste que en fait, la personne aidée se déplace d'un domicile à un autre, qui est donc un EHPAD, et le soignant prend le relais, c'est-à-dire que le soignant accomplit les choses que l'aidant faisait auparavant. Donc évidemment, il y a une énorme culpabilité et c'est normal. Mais il y a aussi du coup, pour les soignants, ça nous place dans une position super délicate parce que d'un côté, nous, on se targue en quelque sorte d'être formés, on sait faire, on est diplômé pour ça. Mais d'un autre côté, on sait très bien qu'on ne fera pas aussi bien que la personne qui a été aidante, puisque la personne qui a été aidante a également été aimante, a également connu la personne dans son quotidien, dans son intimité. En fait, elle connaît la personne 10 fois mieux que nous. Donc, de toute façon, on ne pourra jamais faire aussi bien, parce que même si on fait techniquement bien et parfois mieux parce qu'on a la technique, n'empêche que humainement, évidemment, qu'on ne fait pas aussi bien. Et du coup, ça nous place malgré nous dans une situation de rivalité avec les familles. Et c'est ce qui est compliqué en EHPAD, c'est que justement, nous, on a conscience de cette rivalité malgré nous. On a conscience parce que voilà, on le vit au travail depuis des années, puis on apprend dans notre formation que bah oui, prendre la place de l'aidant, c'est pas quelque chose de naturel, oui, il faut qu'on s'attende à cela. Mais par contre, la famille qui a accompagné une personne en perte d'autonomie, ce passage-là, il est super douloureux. Enfin, moi, je l'ai vécu avec mes parents. Quand quand les professionnels sont arrivés justement pour prendre soin de mes parents,
prendre soin sur des gestes que moi je ne pouvais pas faire ou que je ne pouvais plus faire, parce qu'en plus j'étais enceinte quand mon père était en fin de vie, donc ce qui compliquait un petit peu la donne, du coup qui était un double challenge. Euh, il y a ce côté lâcher prise, en fait, c'est je ne sais plus m'occuper de cette personne et je dois laisser le bébé à quelqu'un d'autre en quelque sorte. En effet, c'est horriblement culpabilisant et, euh, et c'est pas vraiment accompagné ni pour les soignants ni pour les familles. Donc, il existe dans des établissements, donc il existe des CVS, ça on connaît, mais ça répond pas forcément à cette problématique. Il existe dans des EHPAD des rencontres entre familles et soignants où justement on peut parler de tout ça. Nous, on a eu ça à l'hôpital justement après le Covid, où on a créé des groupes de parole en fait entre familles des résidents et soignants. Et là, il y a une autre relation qui s'est nouée entre nous parce que le Covid avait été une période de grande défiance. Mais je crois que ça s'est ressenti partout parce que il y avait cette volonté de fermer l'établissement pour se protéger du Covid. Il y avait aussi la volonté d'ouvrir l'établissement justement pour maintenir le lien social. Et il y avait cette espèce de parano quand le Covid est arrivé, parce que forcément, il finit toujours par passer, sur qui nous a ramené le Covid, qui nous a ramené. On s'appropriait complètement le truc. Et en fait, nous, on prenait tellement de précautions en tant que soignants. Enfin, moi, je me souviens quand je rentrais chez moi, je touchais même plus mes enfants. En fait, j'ai pas touché mes enfants pendant des semaines, quoi. Et on prenait tellement de précautions qu'on se disait, c'est pas possible, ça vient pas de nous. Donc, ça vient forcément d'une famille. Et on leur en voulait aux familles parce que on disait, mais on a fait tout ce qu'il fallait, on a mis les masques, on a tout désinfecté, on a mis les blouses, les surchaussures, les machins, les trucs comme ça. Et au final, le Covid a fini par rentrer et le Covid a touché les résidents de l'UHR et puis nous. Bah, nous, on a tous été en arrêt au même moment en fait. Et du coup, il y avait cette défiance. Les familles se méfiaient de nous et nous nous méfions des familles. Et ce temps de rencontre entre familles et professionnels, ça nous a permis, voilà, de non pas de reposer les choses, mais tout simplement de les poser et de les découvrir et d'accepter aussi les sentiments des familles que nous n'avions pas entendus. Je me souviens d'une femme qui nous avait dit euh, que à l'âge qu'avait son mari, elle n'espérait pas que son mariage durerait encore bien longtemps. Et elle disait, là, je perds 6 mois avec lui, avec ce Covid. Je perds 6 mois avec les confinements, avec tout ça. Mais 6 mois, à l'échelle de notre vie, à l'âge qu'on a, 6 mois, c'est énorme. Et c'est vrai que nous, en tant que soignants, 6 mois, bah oui, c'était 6 mois le temps que le virus soit passé. Nous, on se rend pas compte, en fait. Mais oui, 6 mois quand on a 80 ans, bah, c'est énorme. Et ça, c'est des choses c'est pas qu'on est trop bête pour le savoir, c'est juste qu'on l'avait pas vraiment conscientisé, on l'avait pas vraiment réalisé. Et ça nous a fait beaucoup de bien, justement, de parler avec ces familles. Euh, du coup, je vois plus la question qu'il y avait avant. Donc, je vois que Pierre Caro nous quitte, mais j'ai plus la question qu'il y avait Dans avant. le chat, tu veux dire? Dans le chat, alors je vois, ça parle de la relation triangulaire famille résident EHPAD. Oui, clairement, Oui. c'est tout à fait ça. Euh, En fait, là où je pense que les gens sont le plus heureux, autant les résidents que les soignants que les aidants, c'est quand il existe cette relation triangulaire et quand il n'y a pas de hiérarchie dans cette relation triangulaire. Parce que c'est pas, il n'y en a pas un au-dessus de l'autre ou un qui a le pouvoir. C'est tout le monde a des capacités à partager, tout le monde a un pouvoir à partager et tout le monde peut apprendre à quelqu'un d'autre. En fait, les résidents peuvent nous apprendre à nous soignants comment bien s'occuper d'eux parce que eux, les gestes qui leur font du bien, ils les connaissent, ils les ont effectués pendant des années. Nous, on peut aider les familles parce qu'on observe des choses et que du coup, voilà, on peut partager. Les familles peuvent nous aider, les familles. En fait, tout le monde peut s'aider. Et quand on arrêtera de se dire qu'on est tous en concurrence, alors qu'au contraire, on est tous aidants les uns des autres, je pense que tout le monde sera plus heureux en EHPAD. Mais bon, voilà, il y a encore du boulot, je crois. Et la question d'avant, oui, alors, la question de RF, euh, je la trouve super intéressante parce que il y a eu ces dernières années, il y a eu des mouvements de grève de médecins. Donc, il y a eu des appels à la grève qui sont parus assez souvent parce qu'il y avait des violences, tout ça. Et les médecins, quand il y avait des mouvements de grève,
Alors c'est mon ressenti d'aide-soignante, hein, donc c'est très personnel comme opinion. Les médecins, quand ils organisaient des mouvements de grève, le diffusaient assez largement et faisaient un espèce d'effet de groupe, quoi. Il fallait qu'on soit tous solidaires. Les mouvements de grève de soignants, et c'est pas pour dénigrer, hein, mais les mouvements de grève de soignants n'ont pas bénéficié du même effet de groupe. C'est nos mouvements de grève en tant que soignants de base euh, ont- n'ont pas vraiment été suivis. Ça a été un petit peu plus compliqué pour nous de faire venir à nous les médecins. C'est comme si nous, on se devait d'être solidaires, mais que dans l'autre sens, du coup, c'était moins facile. Alors, c'est peut-être juste un ressenti, mais si on regarde par exemple la récente enquête qu'il y a eu de la part de l'ordre infirmier, c'est très bien l'ordre infirmier, hein, c'est très utile. Mais il y a eu une enquête, ils ont publié un rapport dont j'ai pas le nom exact, mais il date il y a même pas 2 mois, qui parle des violences en milieu de santé. Donc il y a eu le nombre d'agressions sur infirmiers et infirmières et c'est scandaleux, c'est pas bien, les patients qui tapent les soignants. Donc les médecins eux-mêmes sont victimes de ces violences et les médecins témoignent de ces violences. À Marseille, là aujourd'hui, il y a un infirmier qui a été assez sévèrement agressé par un patient également. Donc les médecins ont témoigné des violences qu'ils subissaient, les médecins ont organisé des mouvements de grève, les infirmiers ont témoigné des violences qu'ils subissaient, donc l'ordre infirmier a publié son enquête, et les aides-soignants, nous, on n'a pas d'ordre. Par contre, les aides-soignants interviennent dans le rôle propre infirmier, c'est-à-dire que ce que font les aides-soignants, ce sont les soins de base infirmiers. Donc s'il y a des infirmiers encore avec nous, ils savent quel est notre métier. En fait, notre métier, c'est aide-soignant, aide-infirmier. Donc, les violences que subissent les infirmiers, nous les subissons également, puisque ces violences ont lieu dans l'exercice du rôle prescrit, mais aussi dans l'exercice du rôle propre. Donc, les violences qui ont lieu dans l'exercice du rôle propre infirmier, évidemment que les aides-soignants les subissent également. Évidemment que nous aussi, nous sommes victimes d'agressions, que ce soit d'agressions verbales, d'agressions physiques, d'agressions sexuelles. Nous sommes également victimes de graves agressions. Mais ça n'a pas été euh, parlé, ça n'a pas été dit. C'est-à-dire qu'on s'est occupé des violences faites aux médecins, des violences faites aux infirmiers. Par contre, en dessous, on s'en est pas occupé. Pourquoi? Est-ce qu'on ne mérite pas, nous aussi, qu'on prenne en compte les violences que nous subissons quotidiennement? Parce On que en c'est une erreur de ne Oui, pas Oui, l'avoir mais fait. ah, C'est une erreur de ne pas l'avoir fait, premièrement. Deuxièmement, d'un point de vue syndicalisme, les infirmiers sont pas mieux lotis que les aides-soignants. Je veux dire, les pourcentages de gens syndiqués sont aussi bas que les aides-soignants. Et je suis intimement persuadé, et j'en ai toujours été persuadé, et je continuerai à être persuadé. Ce n'est que parce que l'on va contester ensemble, parce qu'on va dire ensemble ce qui ne nous convient pas. Et là, il faut partir depuis les aides-soignants, mais il faut même partir en dessous. Et, enfin, en dessous. Il n'y a pas de notion Oui, de qualité dans ce que je dis, hein. non, non, mais je vois ce Euh, que tu veux dire. voilà. Ce que je veux dire, c'est que c'est l'alliance de tous les gens qui sont aux soins. Quand on arrivera à dire ensemble d'une même voix que c'est pas ce qui nous convient, c'est la seule chose qui peut être efficace. Et ensuite, elle ne sera efficace que si en plus, il y a les usagers. C'est-à-dire les usagers, c'est les personnes et c'est les familles. Je veux dire, c'est tout ça. Et ça se discute effectivement, comme tu dis, ça se parle. Ça se parle. Mais tout ça, ça doit se mettre sur la place publique. Parce que si on attend chaque fois, de toute manière, ici, en France, on met un feu rouge chaque fois qu'il y a un mort. Donc, vous comprenez bien qu'on va s'intéresser à ça chaque fois qu'il y a un gros problème. Quand il y a un gros problème, on va en parler à la télé. D'accord? Ben, je pense il faut que ça sorte avant qu'il y ait un problème. Et donc, il faut qu'on continue à dire que ce que l'on fait aujourd'hui ne nous convient pas. Et que si ça ne nous convient pas, eh bien, il ne faut pas s'étonner si les soignants fuient le métier.
Et c'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de recrutement suffisant. Il n'y a même plus de recrutement suffisant pour devenir cadre santé, je te signale Et quand c'est même, là hein. qu'il faut pouvoir s'appuyer sur la parole des premiers concernés, à savoir les résidents et les patients. Parce que quand on parle de Exactement. triangulation, de trinôme, évidemment, ça pour nous, c'est l'EHPAD et l'hôpital idéal, c'est tout le monde est à un même niveau, aidant, résidents, soignants, et c'est parfait. Sauf qu'en fait, concrètement, on sait très bien qu'il y a une hiérarchie dans les rapports. Si les patients et les résidents avaient le même pouvoir que les soignants, que la parole des patients et des résidents, alors moi qui bosse en psychiatrie, je vous raconte pas, la parole des patients en psychiatrie, elle vaudrait de l'or, mais seulement ils ne la prennent pas. Enfin, ils la prennent, mais voilà, on les écoute pas Ah forcément. oui, Mais en si psychiatrie, il y a justement des on prenait en associations. compte cette parole, là ouais, il y aurait du vrai pouvoir. En psychiatrie, il y a une association qui est quand même puissante. L'advocacy, ouais, Ouais, il y a est une pas présente association partout. puissante qui essaye de se mêler un petit peu de ce qu'est le soin en psychiatrie. Ouais. Et je pense que c'est nécessaire, je pense que c'est bien, je pense que c'est bien. Et je pense aussi que pour les autres, pour tout le reste, dans l'hôpital, il y a des usagers qui peuvent prendre la parole dans l'hôpital. Et là aussi, ça fait partie de qui prend la parole. Moi, j'ai eu des présidents usagers qui étaient absolument, qui n'avaient pas peur de dire les mots, quoi, de dire les choses, qui n'avaient pas peur de relever les manches et de dire ça ne convient pas, ça ne nous convient pas. Mais en même temps, comprendre aussi où en est l'hôpital et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Voilà, Ouais, c'est mais ça tu sûr, l'idée pour que de. les C'est ça. patients prennent la parole, encore faut-il que l'hôpital leur donne la parole. Je te donne un exemple tout bête. Donc Roland Fardel et moi, on fait partie du même espace de réflexion éthique, justement à l'hôpital psychiatrique. Il y a 2 ans, on a passé plusieurs mois sur la refonte du règlement intérieur de cet espace de réflexion éthique parce que voilà, on voulait un petit peu reposer les bases parce qu'il y avait eu des départs, donc on voulait savoir un petit peu comment on allait fonctionner. La question est arrivée. Est-ce que, est-ce qu'un patient peut intégrer l'espace de réflexion éthique? C'était une vraie question pour laquelle on a voté. Donc, on a un petit peu défendu nos arguments. On était quelques-uns à se dire que, ouais, quand même, ça serait bien que les patients puissent intégrer l'espace de réflexion éthique. Mais quand même, ça tiquait. Donc, on a tranché un petit peu. Nous avons une paire aidante à l'espace de réflexion éthique. Mais nous avons une paire aidante, une seule paire aidante, qui en plus là démissionne, mais bon, quelqu'un d'autre va arriver. Nous n'avons pas de patients parce que du coup, il a été décidé que non, les patients ne pouvaient pas intégrer l'espace de réflexion éthique. Qu'est-ce qu'on fait de la parole des premières personnes concernées? En fait, c'est là où je me dis, on a encore du progrès à faire. Là, j'intègre un nouvel espace de réflexion éthique, donc Ethicos, donc ça fait partie de l'espace de réflexion éthique de Bretagne. Et là, par contre, il y a des résidents qui participent à l'espace de réflexion éthique. Et quelque part, ça me rassure. Je me dis, bah voilà, leur parole, elle est là au même titre que la gériatre, au même titre que le philosophe, au même titre que le médecin, au même titre que l'aide-soignante. Leur parole est là également. Bah là, ouais, je me dis, là, c'est une vraie démocratie. Mais c'est pas Je suis partout, pas, hein. pour l'avoir vécu dans un comité d'éthique, je ne suis pas persuadé qu'il faille mettre des résidents ou qu'il faille mettre des patients. Par contre, ce dont je suis persuadé, c'est qu'il faut mettre des représentants des usagers. Ça, c'est évident. Mais c'est des représentants, c'est-à-dire des gens qui peuvent parler d'une idée générale et pas d'un cas particulier. C'est ça le problème. La problématique de mettre des soignants, c'est que tu mets des cas particuliers. Et autant je suis d'accord pour que l'on réfléchisse d'un point de vue éthique dans un comité d'éthique sur des cas particuliers et que donc ensuite on puisse aider à la prise de décision, puisqu'un comité d'éthique ne prend pas de décision, autant je pense que il ne me paraît pas pertinent d'aller mettre un patient dans un comité d'éthique. Il faut mettre un représentant des patients. Il faut que ce représentant il soit formé Mais là, on a une pour paire bien aidante comprendre. et la paire aidante, elle a été patiente et elle est formée. Et je trouve que c'est un Voilà. bon compromis. Mais les Mais bien sûr. représentants des usagers, je suis pas toujours fan. Enfin, moi, j'ai fait le DU justement sur le partenariat. Donc, il y a beaucoup de représentants d'usagers qui sont venus justement au cours de ce DU et qui nous ont expliqué que bah,
Ils étaient, nous par exemple, notre représentant des usagers à l'hôpital, c'est quelqu'un qui a une maladie des reins, enfin c'est quelqu'un qui a été greffé, donc qui est là à ce titre, qui est vachement bien, qui est hyper actif, qui fait plein de choses, mais n'empêche que son monde, c'est pas la psychiatrie. Les problématiques éthiques en psychiatrie, euh, il s'y intéresse, mais voilà, c'est pas son monde, quoi. Il y a quand même, je pense, des spécificités selon les endroits où on travaille. Je dis pas qu'il faut des cas particuliers. Nous, quand il y a une saisine éthique sur un patient qu'on connaît ou qui est dans notre service, on se retire du comité éthique le temps de la saisine. Enfin, c'est logique. Donc, je vois pas en quoi un patient pourrait être problématique. Mais après, ça, c'est un autre sujet, hein, mais ça vaudrait le coup d'en débattre un jour à part, quand tu veux. Est-ce que peut-être dans le Oui, chat, il y a des personnes qui sont intervenues dans le chat et qui voudraient s'exprimer, qui ne se sont pas encore exprimées? Je pense à Elisabeth Jam, Pascal Brilatz. Est-ce que vous, ou Roland Fardel aussi, est-ce que vous voudriez vous Je me exprimer? tais, Bernard, je me Ah, non, non, c'est pas. Ça veut pas dire que tu te tais. Ça veut dire simplement que je me demandais si des personnes qui ne se sont pas exprimées, et Dieu sait si je me suis exprimé, moi aussi, voudraient le faire, hein. Et sinon, on peut poursuivre aussi sur cette voie. Oui, euh, Roland. par rapport à à l'absence de reconnaissance des aides-soignantes notamment, euh, moi, enfin, les médecins, l'ordre, les syndicats, etc., c'est corporatif. Chacun défend son bout de gras, hein. Il n'y a pas de, il y a pas de comment, euh, de collectif là-dedans. Et dans le travail, ça se sent, hein, au niveau des EHPAD. Moi, j'y vais plus, je connais, enfin, je vois un peu comment ça se passe, mais il y a pratiquement plus de médecins, hein. Donc, les aides-soignants, des infirmières se sont laissées toutes seules. Et quand il y en a, est-ce que au niveau des équipes, la voix des aides-soignantes est entendue? Si elles ne sont pas entendues dans leur travail de tous les jours, comment est-ce qu'elles peuvent se faire entendre autrement? Comment est-ce qu'elles peuvent se faire reconnaître? Alors, C'est je reporterai le débat, Roland, sur les ASH. Parce que, alors, j'ai beaucoup de chance dans cet hôpital. En fait, j'ai beaucoup de chance sur les transmissions et sur l'esprit d'équipe, où justement, il y a un vrai esprit d'équipe et il y a une vraie voix des aides-soignantes. Par contre, en effet, lors des transmissions, ce sont les infirmières qui parlent. Euh, voilà. i- J'ai vécu une anecdote super intéressante la semaine dernière. On faisait nos transmissions normales, donc on énumère la liste des patients, on voit s'il y a des nouveautés pour chacun, tout ça. Et puis on passe sur une patiente qui était plutôt discrète, ou enfin il n'y avait rien de particulier à dire. Et l'ASH qui était là dit, bah moi j'ai remarqué un truc, c'est que cette patiente d'habitude elle est hyper maniaque, c'est-à-dire qu'elle peut passer 4 fois du gel hydroalcoolique pendant le même repas. Elle a un toc de propreté qui fait que si elle va aux toilettes ça va durer 1 heure et demie parce qu'elle va nettoyer les toilettes intégralement. Et cet ASH nous dit, j'ai remarqué que d'habitude, dans sa chambre, j'aurais pu lécher le sol tellement c'est propre. Et là, depuis une semaine, il y a du laisser-aller qui est pas visible par les infirmières parce que les infirmières ne font pas de soins en chambre pour cette patiente, qui n'est pas visible par les aides-soignantes parce qu'en fait les aides-soignantes ne font pas de soins en chambre pour cette patiente vu qu'elle est quand même relativement autonome, mais qui par contre pour les ASH est visible parce que nous rentrons dans la chambre et nous nettoyons. Et du coup, ce qu'elle a dit là, c'était super intéressant parce qu'on s'est dit, elle a remarqué un truc que nous, on n'avait pas remarqué. Et ce changement d'habitude chez cette patiente traduit un état d'esprit qui est un petit peu différent. Et en effet, cette patiente, en ce moment, va un peu moins bien, mais c'est parce que l'ASH nous l'a fait remarquer qu'on a pu aller en discuter avec elle. Et donc cette parole-là a été prise en compte. Et cette parole-là, elle est hyper importante. Mais justement, comment est-ce que ça se passe dans la vie de tous les jours? Mais en fait, dans la vie de tous les jours, la parole des ASH, euh, elle n'est pas vraiment prise en compte. La parole des aides-soignantes, elle est prise en compte, mais pendant les temps des transmissions, ce sont les infirmières qui parlent.
Et en fait, autant en EHPAD qu'en hôpital psy, qu'en USLD, enfin, que dans plein de services, c'est comme s'il y avait une hiérarchie des informations, donc les Mhm. informations médicales prévalant sur tout le reste, alors que pour avoir une information médicale, on sait bien qu'il faut passer par toutes les chaînes des autres observations. Pour avoir l'information médicale de le patient, par exemple, est en train de faire, alors j'ai pas les mots médicaux parce que je suis aide-soignante, je suis pas médecin, mais entre dans une phase de la dépression, donc je sais pas comment on dirait ça. N'empêche que ça part de l'observation ASH qui a constaté qu'il y avait un papier par terre, alors que d'habitude il n'y a jamais rien par terre. Et quand on, quand on se rend compte que justement cette somme d'informations qui va passer par tous les corps de métier, en fait toutes les informations ont servi au diagnostic du médecin, là on saura que oui, là c'est une vraie équipe. Là, il y a une prise en compte des uns et des autres et il n'y a pas, évidemment qu'il n'y a pas une égalité de diplôme, évidemment qu'il n'y a pas une égalité de responsabilité, mais il y a quand même une espèce d'égalité d'importance, enfin d'importance dans la prise en soin des personnes. Et là, je pense qu'on a encore du progrès à faire. Ah oui. Bah oui. Oui, René Manteau, qui était infirmier, est intervenu pour nuancer mon propos sur les décès en EHPAD en 1972, en disant que les personnes étaient renvoyées à domicile lors du décès, ce qui ne se fait plus maintenant depuis très longtemps. Mais ça ne fait jamais que 53 ans. Alors, Maëlys aussi, mais, tu veux peut-être dire un peu ce que tu écris là, Maëlys? Oui, je, je, je rebondissais sur le propos de Christian Cazotte, qui disait qu'il trouvait que ce n'était pas forcément très pertinent que la personne, qu'il y ait des patients dans le comité d'éthique. Et je disais effectivement que euh, euh, le groupe de réflexion éthique répond à une saisine pour aider une équipe qui est confrontée à des dilemmes, à des contradictions entre les principes fondamentaux de l'éthique. La présence d'un patient, d'une personne malade, cela ne me paraît pas à moi non plus pertinent. C'est ce que j'écrivais. C'est à l'équipe d'être en relation avec cette personne, d'être en relation effective avec cette personne et d'en faire l'effort. Les CVS vont être des lieux de représentation. Et lorsqu'il y a des conflits qui sont souvent liés à des refus, à ce moment-là, cela doit se régler dans une autre instance que le groupe de réflexion éthique. Mais le représentant éventuellement de cette autre instance peut être invité par le groupe de réflexion éthique pour rapporter ce qu'il aura échangé avec cette personne qui est dans le refus et donc dans le conflit avec son équipe référente. C'est différent que de l'introduire directement dans une réflexion du groupe éthique. Le groupe éthique, il s'adresse à l'équipe qui s'occupe de cette personne, pas à cette personne. Ce n'est pas le groupe éthique qui va prendre des décisions. Il n'a pas vocation à le faire. Il nourrit simplement la réflexion de l'équipe référente qui est en charge de la décision. C'est ce que je voulais essayer de resituer dans le droit fil du propos de Christian. Alors, je vois bien ce que vous voulez dire, mais c'est vrai que là-dessus, je pense qu'on a un point de désaccord. En fait, de toute façon, c'est jamais le patient concerné qui serait convié à ce groupe de réflexion éthique. Mais en fait, pourquoi est-ce qu'on part du principe qu'il est malade? Je veux dire, le patient en psychiatrie, quand je parle de père aidant, c'est un patient. C'est un patient. Euh, il a- Quand je parle de ça, je ne parle pas du père aidant. J'ai oui, mais il a travaillé des avec des patientes. comités d'éthique où il y avait des pères aidants, en Ouais. particulier en psychiatrie. Il y avait des patients experts, enfin, mais des Oui, pères ben aidants voilà, mais un patient, professionnalisés, ça pourrait être un patient salariés. expert. En, Pardon? en fait, le patient expert, on l'admet très bien en diabétologie, par exemple, et en psychiatrie, j'ai l'impression qu'on a du mal à se dire qu'il peut exister des patients experts. Et pourtant, il y en a, quoi, des experts de leur maladie, il y en a. Et Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Par rapport à ça, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais parce qu'il y a aussi, par rapport au groupe de réflexion éthique où cette représentation existe, le père aidant ou le patient expert, suivant le domaine où on est, il est appelé différemment, euh, euh, il est engagé dans une confidentialité, il est engagé dans
une posture très particulière dans le cadre du comité d'éthique, du groupe éthique. Comme nous tous. C'est un, comment dire, il y a conventionnellement, il y a quelque chose qui fait que oui, sa place est là. Mais ce n'est pas le cas partout. Ce que je veux dire, c'est, je ne parlais pas là ni du patient expert ni du père aidant. Je parlais de quelqu'un de la population, des personnes accueillies ou Ah oui, malades, non, bah non, évidemment. Non, qui non. seraient dans le comité d'éthique. Ah oui, non. Alors, je pensais plus à, oui, un père aidant ou un patient expert, en fait. Oui, forcément. Mais en fait, nous, on a un père aidant, mais qui du coup, qui, du coup a été patiente et qui est père aidante, qui est salarié de l'hôpital d'ailleurs en tant que père Oui, aidante en mais tant que service. quand je faisais référence à des pères aidants en vous parlant, je parlais aussi à des personnes qui sont salariées. D'accord. Ok, parce que, enfin, nous, ça a été vraiment un débat et il y avait une espèce pas de rejet, mais je me suis étonnée qu'on ne questionne pas la place, parce il y avait dans notre comité d'éthique, il y avait un aumônier qu'on ne voit plus en ce moment. Donc, on a un médecin généraliste, on a un philosophe, on a deux ou trois aides-soignantes, une infirmière, des cadres, un psychiatre de temps en temps. Euh, mais on n'avait pas du tout questionné la place des uns et des autres, mais au moment de parler de patient ou de patient expert ou de père aidant, là, du coup, ça a été questionné. Et cette différence de traitement m'a moi-même questionnée. Sinon, il y a la réflexion sur le chat de Pascal Brière sur Le cœur des femmes, qui est mon livre préféré de tous les temps sur le soin. Et du coup, pour ceux qui n'ont pas lu la suite, L'école des soignantes, je recommande très chaudement également parce que c'est une suite qui part un peu sur un autre thème, mais justement qui parle aussi de psychiatrie et qui féminise les noms enfin, qui féminise les professions, justement. En fait, sociologiquement, c'est super intéressant à lire également la suite. Alors, il nous est demandé, en effet, dans le chat, que nous fournissions les références des ouvrages qui ont été cités dans cette visioconférence. Donc, c'est bien sûr quelque chose auquel nous allons procéder, Florence et moi, et d'autres, hein. Si vous avez d'autres références à fournir, vous pouvez me les adresser sur mon adresse mail. Nous allons maintenant vers la fin, peut-être alors une petite minute pour toi, Christian, puisque nous allons clore. Voilà, dès que tu es intervenu. Donc, d'accord, juste une petite minute. C'était juste pour une précision. Quand je dis qu'il faut des gens formés, j'entends bien qu'il faut des gens formés à l'éthique, Oui. d'accord, dans un comité d'éthique. Et qu'on peut très bien former des gens à l'éthique très rapidement sur certaines grandes idées. Et on peut demander aux gens de se déterminer sur des tas d'idées et sur comment est-ce qu'on va réfléchir dans un comité d'éthique. D'accord? Et c'est en ça que je dis qu'il faut qu'il y ait un représentant des usagers parce qu'on élève le débat au-dessus de la pathologie. Le représentant des usagers, il ne représente pas une pathologie, il représente des usagers, quelle que soit la pathologie. Ça veut dire qu'il faut faire l'effort de réfléchir d'un point de vue éthique autrement que d'un point de vue de cas particulier. Le cas particulier, c'est ce qui va arriver après et qui servira, qui viendra demander à un comité d'éthique qu'est-ce que vous en pensez, comment est-ce qu'il faut réfléchir, voilà où on en est, essayez de nous aider à la réflexion et à la prise de décision. Je pense que c'est une grosse différence. D'accord? C'est une grosse différence. Et ensuite, quand on discute d'un cas particulier, même quand on discute d'un cas particulier, je ne pense pas qu'il soit pertinent que le cas particulier soit soit dans la réflexion. Ah ben non, complètement. Euh, Oui, on est d'accord. il- c'est les soignants qui ont à prendre une décision. C'est les soignants qui ont à se déterminer ensemble pour savoir ce qu'ils pensent qui serait le mieux. Et c'est aux soignants de proposer des solutions, s'il n'y en a qu'une, plusieurs s'il y en a plusieurs. Et ça sera le médecin qui est en charge de la personne parce que en droit français, c'est le médecin qui est responsable de ce qui se fait parce que c'est lui qui a la liberté de prescrire et donc c'est lui qui a la responsabilité de ce qui va être fait.
Et donc, c'est pour ça que le comité d'éthique ne peut pas prendre de décision. Le comité Mais c'est d'éthique que le ne peut point de que... vue patient est quand même enfin, et ce que je veux dire, c'est que dans le représentant des usagers, on sait bien qu'un hôpital général ne fonctionne pas de la même façon qu'un hôpital psychiatrique. Dans l'hôpital psychiatrique, il y a cette question d'enfermement, il y a cette question de soins sans consentement, de soins à la demande d'un tiers, de SPI, de SDTU. Ce sont des problématiques éthiques différentes que ce qui se vit en hôpital général. Et les représentants des usagers qui sont les plus actifs sont souvent issus de l'hôpital général. Alors, je dis pas qu'ils sont pas formés, je sais qu'ils sont formés, mais il y a quand même des problématiques éthiques particulières en psychiatrie et en EHPAD. La question de l'enfermement en EHPAD, la question du bénéfice-risque, on l'a